Bien, on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents dans cette rencontre intitulée « Le moment du vivant 1 ». Il y aura un moment du vivant 2 demain avec Dominique Bourg. Et aujourd'hui, ce premier volet, intitulé « Le moment du vivant », est sous-titré « Penser l'éthique à partir de la vie ». Cette rencontre, je l'annonce d'emblée, mais vous l'avez vu ou deviné, s'inscrit dans le volet thématique de cette 26e édition de Cité Philo, dont le titre est, c'est inscrit sur l'affiche derrière moi et sur les programmes, hein, « Nous, vivants ». Sans tarder, je vais vous présenter nos invités. Je suis très heureux d'accueillir et de vous présenter donc Marie Gaille et Frédéric Worms, qui sont tous les deux philosophes. Donc Marie Gaille, vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice de l'Institut des sciences humaines et sociales, et votre domaine de recherche est la relation entre médecine et philosophie. Vous vous intéressez particulièrement à l'expérience de la maladie, à la question de la décision médicale, à la question également de la valeur de la vie, qui est le titre de l'un de vos ouvrages, mais aussi à la relation entre santé et environnement. Et vous êtes notamment l'auteur de, je le disais à l'instant, un ouvrage paru aux Belles Lettres en 2010, La valeur de la vie, santé et environnement, ouvrage paru aux Presses universitaires de France en 2018, et En soutien à la vie, ouvrage paru tout récemment chez Vrin en 2022, dont il sera largement question aujourd'hui. Frédéric Worms, vous êtes directeur de l'École normale supérieure où vous enseignez depuis un certain temps déjà la philosophie contemporaine. Vos travaux se déploient sur deux axes, hein, un axe d'histoire de la philosophie, autour notamment de la philosophie en France au XXe siècle, la philosophie française contemporaine, particulièrement autour de Bergson, hein, donc vous êtes un spécialiste connu et reconnu, et sur un deuxième axe également, dont il sera largement question ce soir, qui porte sur la question des relations vitales, la question des relations vitales entre les hommes et leurs enjeux aussi bien métaphysiques, éthiques et politiques. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages également. J'en cite quelques-uns dont il sera question ce soir. Revivre, paru chez Flammarion en 2012, Le moment du soin. Alors c'est une réédition PUF récente, hein, 2021, Les maladies chroniques de la démocratie, chez Desclés, c'est ça, Desclés de Brouwer, en 2020, Pour un humanisme vital, chez Odile Jacob, en 2019, et un ouvrage également dont il sera question tout à l'heure aussi, le vivable et l'invivable, qui est une discussion avec Judith Butler, hein, qui est parue aux Presses universitaires de France en 2021. Alors, comme traditionnellement à Cité Philo, on va procéder en deux temps. Dans un premier temps, on va discuter ensemble, vous allez dialoguer hein, avec l'un et l'autre. Et dans un deuxième temps, vous aurez la possibilité de poser des questions, de vous inscrire aussi dans cette discussion à travers des questions que cet entretien aura suscité. Pour dire quelques mots avant cela et avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif de la discussion, quelques mots de présentation des enjeux de cette rencontre. Hein. Je vous le disais que cette rencontre s'inscrit dans le thème « Nous, vivants » et l'enjeu de la discussion qui va commencer sera donc d'éclairer cet énoncé, non pas d'une manière générale, non pas de manière abstraite, je dirais, mais à travers un angle précis, un angle deux fois précis, celui de l'éthique et plus précisément de l'éthique du care, qu'on appelle l'éthique du care ou du soin, du terme anglais care, hein, dont vous signalez que justement on l'écrit, d'ailleurs c'est le sous-titre de votre livre, de votre dernier livre, Éthique du care et médecine, hein, terme qu'on ne met plus en italique, hein, qu'on importe dans le texte français directement sans le traduire, ni sans même signaler aussi qu'il vient de l'anglais, hein, care. Et on pourra s'interroger justement hein, sur ce terme-là et sur sa signification précise, sur son origine également. Éthique du care ou du soin qui est au cœur de vos travaux respectifs. Et
éthique pour dire quelques mots, pour introduire le propos, dont la particularité, c'est d'insister sur notre nature fondamentalement vulnérable, sur ce fait premier, ce fait primitif de notre condition, que nous avons des besoins, nous éprouvons des souffrances, et ces besoins ou ces souffrances doivent être reconnus et aussi soulagés. Donc voilà, on trouverait sans doute une manifestation privilégiée de ce fait, de ce besoin d'être soutenu ou soulagé de ces besoins ou de ces souffrances dans le fait de la naissance, dans ce fait universel que nous naissons tous, comme l'ont montré alors dans la psychanalyse Freud, Winnicott, après lui, et bien d'autres, ou du côté de la philosophie, je pense à Hans Jonas. Et tout se passe comme si le nouveau-né révélait à l'état pur quelque chose qui est moins une étape dans notre existence qu'une dimension de notre être. Quelque chose qui serait plutôt constitutif de notre être, à savoir notre dépendance, nos dépendances, nos interdépendances également, multiples. Et l'hypothèse que je fais, que je voudrais aussi peut-être envisager ou poser, proposer, mais vraiment avec un point d'interrogation, c'est que l'éthique du Caire est une éthique qui, par définition, se décline au pluriel et rejoint donc ce titre de Cité Philo, « nous vivants ». Ce n'est pas une éthique au singulier, c'est-à-dire du je, du tu ou du il, mais une éthique du « nous ». La question étant de savoir ce que l'on fait tenir, ce que l'on met sous ce terme « nous ». Est-ce que c'est nous humains d'abord, nous humains vivants, ou est-ce qu'on doit intégrer d'autres altérités, peut-être d'autres êtres vivants non humains, et au-delà, peut-être à la vie dans son ensemble, à la biosphère. Enfin, voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui doit être interroger, questionner. C'est sur cette extension que l'on peut donner à ce nous, vivant, qui peut aller bien au-delà de l'humain. Alors, pour commencer la discussion, et peut-être pour commencer avec vous, et en introduisant d'abord ce qui me semble ou ce qui me paraît être chez l'un et l'autre extrêmement présent et manifeste, évident, en tout cas quand on vous lit, c'est que la question centrale de vos recherches respectives, c'est la vie, mais pas la vie en général, mais je dirais plutôt la vie humaine, la vie telle que nous la vivons, et ce nous, dans le nous vivant, justement, est d'abord un nous restreint, à nous, êtres humains. Alors, ma première question, peut-être, Marie-Gaille, c'est qu'en partant de la question du soin, c'est très vite la médecine qui est mobilisée, que vous investissez comme un terrain d'investigation, de recherche, de questionnement et de réflexion. Et ma question serait donc tout simplement la suivante, tout simplement. Enfin, j'imagine que c'est une vaste question, mais en tout cas, voilà, pour commencer, elle porterait sur les rapports entre la philosophie et la médecine, la philosophe que vous êtes, et puis ce terrain qui est la médecine. Et j'ai envie de vous demander si la philosophie doit nécessairement passer par la médecine pour comprendre la vie. Merci de cette belle question pour commencer. C'est en tout cas mon chemin. Je ne sais pas si c'est un chemin absolument nécessaire. Il y en a sans doute d'autres, je pense à l'art notamment. Mais c'est un chemin que j'ai emprunté très tôt et qui a des ramifications dans certaines choses qui sont très intimes à la pratique de la philosophie, comme une forme de mélancolie en fait. Et je pense que le fait d'aller vers la médecine, vers les situations cliniques, parce qu'on peut encore une fois aller vers la médecine de différentes manières. On peut y aller sous l'angle de la philosophie des sciences et s'intéresser à ces catégories, mais moi je me suis avant tout intéressée à des situations cliniques où la vie est éventuellement en question. Et c'est peut-être aussi dans l'idée qu'on passe à la limite et on est confronté à ces moments où la vie vacille, bascule peut-être vers la mort, que j'ai trouvé un point d'ancrage de la réflexion, en tout cas, sinon indispensable et nécessaire, en tout cas à mon sens précieux et éclairant. Donc effectivement, pour répondre à votre question, oui, je suis allée vers la médecine en considérant qu'elle offrait dans sa pratique, dans l'analyse des situations cliniques, un espace de réflexion absolument majeur pour comprendre, interroger, tourner autour de ce phénomène très mystérieux qu'est la vie humaine en tout cas. Et je m'y suis intéressée dans un premier temps sans finalement
réfléchir cette dimension qui était je m'intéresse à la vie humaine et seulement à la vie humaine et pas au vivant en général, ni même au rapport de l'être humain aux autres êtres vivants et éventuellement donc à la biosphère. C'est petit à petit, à mesure que la réflexion se déroule et que les années passent, et peut-être aussi au prisme de toute la réflexion sur les crises environnementales, les changements liés donc à ces enjeux environnementaux, que cette réflexion centrée sur l'humain, centrée sur les situations cliniques en pratique médicale, en vient à être un petit élément d'un tout plus vaste. Mais je pense que la tradition dans laquelle je me suis inscrite au départ, effectivement, me faisait voir cette réflexion comme l'espace total. Et c'est seulement petit à petit qu'on se rend compte que ces situations cliniques, cet intérêt pour l'être humain, et peut-être doit être réinscrit dans quelque chose de plus ample en termes de réflexion sur la vie et le vivant. Merci. Oui, donc bien entendu, on va rentrer dans on va aller plus avant dans ce que vous entendez par vie. C'est toute la question, tout le problème. Qu'est-ce que ça veut dire être en vie, être vivant, et qu'est-ce que ça signifie? Frédéric Worms, comment, pour votre compte, êtes-vous entré justement, où en êtes-vous venu? Alors, en lisant le titre de vos ouvrages, on voit un fil conducteur. Je disais qu'il y avait 2 axes. Je sais que par Bergson, par exemple, il y avait déjà une entrée dans quelque chose qui serait une philosophie de la vie, même si Bergson, par ailleurs, une philosophie du temps, mais je pense à l'évolution créatrice. Mais du coup, alors, comment est-ce que vous avez effectué ce passage alors, peut-être de la biologie, parce que Bergson, pour lui-même, n'entre pas dans la question du vivant ou de la vie par la médecine, mais par la biologie et par le fait de l'évolution, justement. Et comment est-ce que vous êtes passé, justement, à comment cette question de la médecine s'est imposée à vous dans la compréhension de la vie? Alors après, c'est vrai qu'on peut mettre des noms propres de Bergson à Canguilhem, par exemple. Il y a peut-être aussi des passages ou peut-être une tension ici ou quelque chose, en tout cas, dans votre itinéraire, dans votre réflexion, qui pourrait servir déjà de fil conducteur. Merci Arnaud. Merci d'abord pour cette invitation. Moi, je suis très, très ému, très heureux d'être là. Comme Arnaud ne l'a pas dit, mais le sait parfaitement, puisqu'on se connaît depuis plus de 20 ans. Il y a aussi une connexion lilloise très, très ancienne. J'étais à la faculté, au département, à l'UFR à l'époque de philosophie de Lille 3. Quand Cité Philo s'est créée, et je pense que j'ai raté très peu d'éditions finalement au fil des années, et depuis qu'Arnaud préside l'association avec tous les autres et tous ceux qui l'ont fondée. Et vraiment, je suis très reconnaissant que Cité Philo existe, continue, soit vivant ou vivante, je ne sais pas comment il faut dire, et d'être là aujourd'hui, et puis aussi de l'être avec Marie, parce que c'est, au fond, on se connaît depuis très longtemps avec Marie, on s'est croisés sur ces sujets-là, on se croise aujourd'hui sur des sujets de toutes sortes, mais on n'a pas souvent eu, peut-être même que c'est une première aussi, l'occasion de discuter sur ces sujets où il y a aujourd'hui, je pense, un problème profondément commun, et même premier, je pense, qui traverse tous les domaines de la philosophie. C'était aussi ce que je défendais depuis longtemps sous la notion de moment du vivant, effectivement, qui était le titre d'un colloque il y a 10 ans exactement, à Cerisy, qui s'appelait Le moment du vivant, et qui était déjà une sorte de pressentiment que que le vivant allait cesser d'être une question locale pour devenir un problème global qui traverse toutes les dimensions de notre expérience, depuis la science avec la découverte que notre vie dépend du cerveau, de notre corps, plus profondément qu'on ne le pensait, jusqu'à la politique humaine et l'histoire en général, qui redevient une histoire naturelle, une histoire vitale avec ses risques et évidemment avec cette question de la spécificité de l'humain. Et dans cette question dans ce problème aujourd'hui commun, il y a plusieurs positions dont il faut expliciter les différences. Et je pense qu'on va être très proches, tous les trois, j'allais dire, parce que Arnaud a aussi sa propre pensée de tout ça, travaille sur la naissance aujourd'hui, et c'est pas un hasard si le nouveau-né est venu déjà sur la table, si j'ose dire. Mais c'est très important de creuser les différentes positions, de ne pas faire comme s'il y avait les pour ou contre le vivant, pour et contre être réduit à la vie ou pas réduit, pour ou contre le climat. Enfin, c'est des conflits absurdes. La question, c'est pas d'être pour ou contre, c'est des questions qui aujourd'hui sont
présentes pour tout le monde, mais il y a plusieurs manières de les poser. Il faut faire revivre, en un certain sens, un débat interne à ces questions-là, et pas entre ces questions-là et pour ou contre ces questions-là d'une façon extérieure et violente. Et donc moi je suis très content de cette occasion. Et je ne sais pas si je vais repartir de Bergson, j'avais plutôt envie de repartir de la discussion que vous avez ouverte tous les deux il y a un instant, de savoir comment s'inscrit à la fois cette dimension vitale des humains et cette spécificité des humains et cette question de la médecine et du soin médical comme étant finalement quelque chose qui nous signale à la fois la spécificité humaine dans une dimension intégralement vitale ou biologique, je pense. Et j'irais même jusqu'à dire biologique, ce qui me paraît extrêmement important. C'est-à-dire qu'en fait, moi je serais quand même, et Marie l'a rejoint aussi à la fin de son intervention, moi je dirais, il faut commencer par dire que les humains sont intégralement des vivants. Et le fait qu'ils soient intégralement des vivants est montré à mes yeux par la notion première qu'Arnaud a déjà souligné, je dirais même pas de la vulnérabilité, qui me semble un terme un peu vague en fait, plus les choses passent, même s'il est très important, mais pour être radical, il faut dire de la mortalité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire que le propre du vivant, c'est d'être mortel, à la fois en général, comme condition, et aussi pourtant de manière inégale et de manière résistante. C'est-à-dire d'être, en un sens, condamné à mort, d'une certaine façon, mais aussi condamné, comme disait Sartre, condamné à être libre. Sartre disait on est condamné à être libre. Je pense que le vivant est condamné à être contre la mort. Il n'est pas seulement condamné à mort, il est condamné à s'opposer à la mort. Et évidemment, il y a aussi des retournements très compliqués de cette opposition à la mort, qui peuvent devenir chez certains dans certaines, il peut y avoir un danger intérieur qui est de se trouver aussi pris dans une tendance qui va dans le sens opposé. Mais je pense qu'il faut tout de suite, j'y vais tout de suite à ce point-là, et ça me paraît très, très important. Et si on prend l'exemple du nouveau-né, et de ce qui fait la spécificité du nouveau-né humain, pour moi, c'est à la fois évidemment une dépendance générale, bien sûr, hein, une dépendance à l'autre, etc. Mais c'est pas seulement une dépendance organique qui dépend d'un secours lui-même organique, objectif. Comme dit Rousseau au début de l'Émile, nous naissons faibles, nous avons besoin de tout, nous naissons faibles, Enfin, il y a une sorte de tirade magnifique comme ça. Nous naissons dépourvus de tout, nous avons besoin d'assistance, etc. Bien sûr. Et donc, il y a une sorte de dépendance objective, et les éthiques du care ou du soin, on reviendra peut-être là-dessus, et sur à la fois cette homonymie et ce bouger des deux mots qui marque aussi 20 ans de débat en France. Bon, mais ce qui fait le propre du vivant humain, c'est pas seulement d'avoir besoin de l'autre, c'est pas seulement que les humains ont développé des techniques spécifiques qui passent par ce que Canguilhem appelait dans le normal et pathologique le détour de la science humaine pour répondre à des besoins. Donc la science humaine, la médecine, effectivement. Donc les nourrissons humains ont plus de chances de survivre aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Et d'ailleurs, au passage, je continue à penser qu'un des seuls critères du progrès en général, c'est le progrès médical, c'est la lutte contre la mort, les progrès de l'espérance de vie, ça reste un des critères tout bêtes du progrès. Même, il y a des gens qui critiquent le progrès, mais bon. Mais le point le plus important, à mon avis, qui montre qu'on est intégralement dans le vivant avec une spécificité, c'est que on a besoin de secours, il y a des progrès techniques, et pourtant on peut en être privé, et ces soins peuvent venir ou pas. Et même à la place du soin peut venir de la violence, et peut venir de l'injustice, et même du meurtre de nourrissons. Et les tentatives phénoménologiques, par exemple, Hans Jonas, dont a parlé Arnaud tout à l'heure, c'est quelqu'un qui dit, voilà, en un sens, c'est pas du tout comme Lévinas, mais c'est pas si loin, il nous dit, le visage du nourrisson, le cri du nourrisson, il parle pas du visage, mais la faiblesse du nourrisson
appelle ontologiquement le soin. Voilà, c'est très bien, c'est un fondement ontologique du soin, sauf que malheureusement, tous les nourrissons ne sont pas soignés, et que les humains... Donc moi, ma thèse là-dessus, c'est que les humains ont plusieurs manières de mourir, y compris par la violence humaine, et que donc nous sommes des êtres vivants intégralement, mais avec une spécificité qui est d'emblée éthique, qui est d'emblée dans être soigné ou pas, être suffisamment bien soigné ou pas. Et c'est dans ce ou pas, moi, que se glisse vraiment le fait que on se rattache à la vie intégralement, que la politique est elle-même vitale. Moi, j'inclus dans les questions de santé publique, par exemple, dans la question de la prévention, apparaissent l'éducation, la qualité de vie au travail. Enfin, tout peut être pensé sous le signe de la lutte des humains, avec des moyens humains et des risques humains contre la mort. Hein. Et donc la question, c'est aussi, et c'est pour ça, et je m'arrêterai là, parce que c'est là qu'on va entrer dans un débat qui celui qui a été ouvert, hein, c'est pour ça qu'en un certain sens, il y a une spécificité de la vie humaine qui se traduit dans des techniques, des institutions et des dangers spécifiques. Et si on veut comprendre la vie humaine, il faut partir de ces pratiques-là. On ne peut pas savoir ce que c'est que le vivant humain sans passer par la médecine et par ses risques propres, hein, qui sont aussi des risques que certains ont appelés des risques d'abus de pouvoir. Il y a aussi, dans le soin, il y a une ambivalence dans le soin. Il y a aussi, on le sait, et c'est parce qu'il y a cette ambivalence qu'il est important. Cette ambivalence ne le condamne pas, mais du tout, au contraire même. Cette ambivalence nous oblige à le... Et même les éthiques du Caire sont aussi, d'ailleurs, des politiques qui luttent contre le mépris du Caire, comme Marie le montre aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut surtout pas idéaliser le soin, la dimension vitale du soin, ce que nous apprend le soin, car ce que nous apprend le soin, c'est l'ambivalence de la vie jusque dans les pratiques humaines les plus avancées, dans la politique, dans la médecine. Et c'est pourquoi ces pratiques-là sont si importantes pour nous et pour moi théoriquement aussi aujourd'hui. C'est parce que je boucle la boucle. Hein, c'est des questions qui ne sont pas locales mais globales. Et c'est vrai que dire le moment du vivant, c'est un peu réducteur. Le vivant, c'est pas juste, encore une fois, le fait qu'on se découvre qu'on est des vivants sur une planète menacée d'extinction. C'est qu'on est des vivants avec aussi des pratiques politiques qui peuvent nous aider contre cette extinction ou aggraver le problème. Et aujourd'hui, il y a des gens qui aggravent le problème, autant que des gens qui cherchent à le résoudre. Alors, merci beaucoup. Alors oui, en introduisant ce critère de la mortalité, en disant que c'est pas nous vivants, ça veut dire aussi nous exposés à la mort, et donc dès l'origine, hein, dès le début, effectivement, sans secours ou sans soutien, justement. Alors voilà, c'est le point où je veux en venir, c'est que cette vie, elle ne va pas de soi. Hein. Être vivant n'est pas quelque chose qui s'entretient de soi-même ou continue tout seul. Hein. C'est pas juste un flux ou un processus. Il doit y avoir du soutien. Alors du soutien, ça veut dire aussi un nous aussi également. Et donc j'en viens au titre. Voilà, une vie qui a besoin d'être soutenue, c'est-à-dire qui a besoin d'être soutenue contre les risques qui surgissent, qu'elles s'interrompent, alors de plusieurs manières, effectivement. Ça peut être par la maladie, ça peut être par la violence, ça peut être de toutes sortes... voilà. Mais je voudrais justement alors, me tourner vers vous, Marie-Gaille, et vous poser la question, de savoir, repartir du titre de votre livre, d'abord pas plus que du sous-titre, mais en soutien à la vie. Hein. Quel sens faut-il donner au mot vie ici, hein, et qu'est-ce que... Alors, c'est là aussi une vaste question. J'ai en quelque sorte lecteur de ce livre, j'ai déjà peut-être des réponses aussi, mais c'est vous qui allez nous dire comment vous êtes arrivé à cette... Alors, c'est même pas certain d'ailleurs, c'est aussi une question. Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ce terme de vie? C'est peut-être plus une question d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que c'est que cette vie qui a besoin d'être soutenue? On sait que récemment, hein, dans la pandémie au printemps 2020 et après ces multiples rebonds et ces répliques, ensuite, il y a politiquement, on a assisté à un soutien présenté comme inconditionnel à la vie, justement, qu'il fallait soutenir et qu'il fallait mettre tout en œuvre politiquement pour garantir la vie. Alors,
Est-ce que c'est en ce sens? Est-ce que c'est la vie en général qui doit être soutenue? Quelle vie doit être soutenue? Ou que doit être la vie pour la concevoir comme quelque chose qui doit être soutenu? Alors, je vais peut-être revenir un peu en amont et puis après essayer de répondre à cette deuxième question par rapport à la notion même de vie. Parce qu'en réalité, je suis profondément convaincue, et Frédéric l'a magnifiquement exprimé, effectivement, que nous sommes dans le moment du vivant. Mais dans le travail philosophique que je développe, je me rends compte que je tourne constamment autour de cette notion de vie sans l'aborder de façon frontale. Et un des enjeux pour moi, c'est de garder cette notion finalement avec une sorte de sens assez ouvert. Et il y a de multiples raisons pour lesquelles j'essaye de faire ça. D'une part parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune démarche, aucune science qui peut prétendre à avoir proposé une définition que l'on trouverait satisfaisante de la notion de vie, qu'elle soit la vie humaine ou la vie d'autres formes vivantes. Et je trouve que c'est quelque chose qui vraiment appelle effectivement qu'on doit conserver le mystère à cette notion philosophique, à cette notion de vie, que c'est important. Alors, Schrödinger avait publié cet ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la vie ?», en se tournant vers la physique, vers la chimie, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau, cette idée que la notion de vie échappe un petit peu à toute définition. Il y a une phrase qui m'accompagne constamment dans mon travail et que je trouve absolument magnifique de Goethe, car grise est toute théorie et vert l'arbre d'or de la vie, qui est vraiment que la vie excède toujours ce qu'on essaye d'en penser d'une certaine manière. Voilà, donc moi, effectivement, je m'intéresse à la vie des êtres malades, à la vie des êtres bien portants, aux bascules et au va-et-vient entre la bien-portance et la maladie, aussi à toute cette étape de la vie, cet âge de la vie qui est la vieillesse, et dans une dimension très processuelle. Mais voilà, je n'irai pas effectivement prétendre avoir capté à travers ses intérêts ce qu'est la vie. J'essaye plutôt par petites touches d'en dresser des éléments de portrait qui seront évidemment complétés par d'autres approches et même d'autres formes de réflexion ou de pratique. J'évoquais l'art tout à l'heure, qui peuvent aussi nous aider à essayer d'appréhender ce qu'est la vie. Alors, de ce fait, en fait, le titre que j'ai donné à cet ouvrage, En soutien à la vie, c'est l'extrait d'une citation d'une philosophe américaine qui s'appelle Joanne Tronto, qui a proposé, qui a été une des principales figures de l'élaboration de l'éthique du Caire et qui, très vite, a essayé de proposer une définition simple et maniable, je dirais, de ce qu'elle cherchait à penser à travers l'éthique du Caire. Et elle a notamment pointé dans cette définition l'idée qu'elle cherchait à appréhender toutes les formes de soins, de care, on reviendra sur les enjeux de traduction, de soutien à la vie. Et en fait, c'est ça le cœur en fait, de sa réflexion, c'est comment on soutient la vie. Et elle garde de façon... Cette définition, en fait, elle est d'une simplicité enfantine. J'essaierai je vais vous la lire rapidement. Et c'est justement par cette simplicité que je la trouve tout à fait... merci. Tout à fait redoutable. Et en même temps qu'elle a cette qualité de garder complètement ouverte la conception que l'on peut se faire de la vie. Elle dit la chose suivante, le care, c'est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Voilà, donc on la comprend, cette définition. Il n'y a pas besoin d'avoir fait effectivement 10 ans d'études philosophiques pour la comprendre. Il n'y a pas de jargon, pas de vocabulaire technique. Il y a l'idée d'un maintien, d'une perpétuation, d'une réparation éventuellement, pour y vivre aussi bien que possible. Et qui vit, on ne le sait pas. Est-ce que ce sont les humains? Est-ce que ce sont les animaux? Est-ce que ce sont d'autres formes de vivants, etc. C'est tout à la fois. Et finalement, l'essentiel, c'est bien cet ensemble d'activités qui peut être incarné par la médecine, mais pas seulement, qui peut être incarné par des gestes très quotidiens que tout un chacun fait chaque jour chez soi ou auprès de personnes que l'on aide, que l'on accompagne dans des espaces publics. Donc c'est tout ce tissu en fait d'intention. Et sur ce point, je pense que Frédéric a insisté tout à l'heure sur
on peut mal soigner, on peut être indifférent, on peut être négligent, et je pense que tu es le premier, en fait, philosophe à avoir, il y a bien des années, effectivement, m'avoir dit cela. Et je pense que c'est quelque chose de complètement central. Le soutien à la vie, il commence avec une forme d'attention, de dire oui, je vais reconnaître ce besoin, je vais prêter attention, puis après se déploie dans des gestes, dans des pratiques, dans des savoir-faire, mais voilà, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'exemple de la médecine, dans la pratique médicale, c'est cette pluralité, cette multitude en fait de savoir-faire et de gestes qui viennent faire comme un filet de pêche autour de ce phénomène très mystérieux qu'est la vie, ses processus d'évolution, de dégradation d'état de santé, de rebascule vers des états de santé renouvelés, et puis malgré tout, effectivement, inexorablement, quelque chose qui relève d'un processus de vieillissement qui est autant un processus physiologique qu'un processus psychologique, existentiel et social. On y reviendra sur le nous, je pense. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce vocable, sous ce terme vie alors peut-être pour faire un pas de plus, mais c'est vous qui le faites, hein, je ne fais que vous emboîter le pas en vous lisant, c'est cette notion que vous introduisez de vie souffle, hein, de vie, vous mettez un trait d'union souffle, c'est-à-dire cette vie qu'il fallait... on a tous en tête ces images où justement le virus attaquait, c'était un virus respiratoire, donc c'était extrêmement frappant de voir que la vie était tout à coup assimilée à la respiration, justement de manière en quelque sorte immédiate, primitive, viscérale en fait, voilà. Et est-ce que vivre, c'est seulement respirer? C'est ça. Effectivement, pour nous, ça nous paraît extrêmement convaincant. Et pourtant, dans les mêmes journaux télévisés où on voyait des images alors avec un corps médical héroïque qui avait redonné justement la respiration ou le souffle à un patient qui était arrivé complètement en détresse respiratoire aiguë. Et on a ces images-là. Mais d'un autre côté, dans ces mêmes journaux, on discutait de savoir qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qui ne l'était pas. Quelles étaient les activités qu'on allait interdire et dans beaucoup de pays, on tranchait la question différemment d'ailleurs. On l'a tranché différemment en France, notamment en n'ayant pas accès aux librairies. Enfin, voilà, il y avait... Donc, effectivement, dans les deux cas, on voit qu'il est question de la vie, mais c'est pas la même notion de vie en fait. Hein. Non, tout à fait. Oui. Donc, alors, sous cet angle-là, effectivement, on peut appréhender cette idée de vie comme un concept essentiellement conflictuel, qui est tiraillé en fait et qui ne pourra pas se résoudre dans un sens ou dans un autre, hein, qui est tiraillé entre plusieurs significations. Alors, je vais revenir effectivement sur ce que je pense l'épisode qui d'ailleurs n'est pas clos, hein, de la pandémie de Covid-19 permet de réfléchir au-delà des actions. C'est presque indécent de dire ça en fait, mais bon, voilà, c'est important aussi de réfléchir à ce qui nous arrive et ce qui survient dans ces moments tels qu'on l'a vécu ces 2 ou 3 dernières années. Alors, effectivement, avant de plonger dans cet épisode de la pandémie, ce que je voudrais rappeler, c'est cette idée, effectivement, de cette notion de vie souffle. En fait, elle renvoie à des choses très anciennes. Et parmi les 1001 tentatives qui ont été faites au cours de l'histoire de la pensée, de l'histoire de la médecine, de donner un sens à la vie, au moins à travers une critériologie, un critère précis, le souffle est absolument central dans l'histoire de la médecine, dans l'histoire de la pensée, jusqu'à extrêmement récemment. Et je dirais qu'une étape a été franchie pour se départir de cette idée que la vie, c'était avant tout le souffle, en 1971. Donc, c'est très récent, d'une certaine manière, quand le critère de la mort a été rattaché à l'idée de la mort cérébrale. Et voilà, la médecine, on était dans un contexte où on commençait à faire des greffes, donc il fallait pouvoir savoir quand est-ce qu'on pouvait considérer qu'une personne était morte. Et à ce moment-là, les travaux ont conduit à proposer ce critère de la mort cérébrale qui a semblé relativiser cette notion de pneuma, le souffle, voilà, qu'on représente comme effectivement quelque chose qui incarne particulièrement la vie en train de se vivre. Alors, cette représentation de la vie, qui est encore extrêmement courante, qui maintenant n'est pas embrassée ni
motivée ou en tout cas étayée par un certain nombre de sciences, elle est revenue en force avec la pandémie, de façon vraiment majeure. Et en fait, d'abord par rapport à la nature du virus et ce qu'il produisait comme effet sur le corps humain, et ensuite parce qu'on a été confronté à des choses qui sont en général cachées dans les hôpitaux, qui étaient les actions d'urgence. Il faut aussi, je pense, appréhender toute la force de la temporalité d'urgence qu'a impliqué certaines scènes, certains moments qui ont été médiatisés de façon extrêmement large pour réassocier la vie au souffle et à cette idée d'une espèce d'intervention viscérale, en fait, pour maintenir le souffle. Voilà. Alors, à côté de ça, effectivement, il y a eu, et ça a été une période extrêmement dense de débats, de réflexions collectives, intimes, sur ce pourquoi on tient à la vie. On a vu apparaître, alors notamment en France, où le gouvernement a fait le choix de la stratégie du quoi qu'il en coûte et d'être dans cette perspective de sauver les vies le plus possible, au sens de la vie souffle, avec des critiques qui lui ont été adressées, mais en tout cas c'était la ligne très claire. Et cette ligne très claire, à des étapes successives de la pandémie, elle a impliqué des décisions qui semblaient remettre en cause d'autres aspects de l'existence humaine qui étaient vécus par certains comme complètement fondamentaux. Alors moi, je me suis beaucoup appuyée à ce moment-là sur la philosophie d'Hannah Arendt, que je trouve être non seulement une réflexion absolument majeure à plein d'égards pour la philosophie morale et politique, mais là qui est vraiment qui a ressurgi dans ma mémoire de façon très massive, parce que dans ses ouvrages, et notamment La condition humaine, elle essaye de caractériser ce qui, dans la pluralité de nos existences collectives, c'est pas juste moi en tant qu'individu, va justement permettre de décrire ce qui vaut la peine d'être vécu. Et elle met l'accent sur la distinction entre le fait d'être au travail, constamment en train de travailler et de produire ses moyens de subsistance, et donc finalement d'être absorbé complètement dans cette tâche d'entretien de l'existence, versus la capacité à faire œuvre, à aussi dégager du temps pour faire autre chose que produire les moyens de sa propre subsistance. Elle met aussi en avant la question du collectif, en fait, de la capacité qu'on a à travers des récits, à travers nos échanges dans les espaces publics, les espaces privés, les espaces politiques aussi, à tisser un nous, un monde commun. Et puis, elle met aussi l'accent sur l'éducation, en tant que c'est l'espace, les écoles, en fait, sont les espaces de transmission de ce nous, de ce monde commun aux générations futures. Et cet espace aussi où on leur donne les clés aux enfants pour pouvoir reprendre après la suite après nous. Donc, à travers ces trois éléments, évidemment, elle apparaissait comme une figure particulièrement... de façon frappante, pertinente, toucher du doigt tout ce qui avait été mis à mal par la pandémie et sa gestion, alors de façon très différente selon les sociétés, mais l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès aux espaces publics, à la capacité de se réunir, etc., etc. Et donc, en filigrane, on voyait s'esquisser une toute autre conception de la vie, on l'a vu notamment au travers les débats sur les biens essentiels et les biens inessentiels, et une concurrence en fait entre plusieurs conceptions de la vie. Alors moi, ce à quoi je tiens, in fine, en tout cas au jour d'aujourd'hui, et je m'arrêterai là pour le moment, c'est qu'il est important, en tout cas pour philosophiquement, de ne pas choisir. Parce que je ne pense pas qu'on dispose de critères ou d'une assise qui soit épistémologique, théorique et éthique qui nous permettrait de dire mais cette conception de la vie souple, ou alors cette autre conception de la vie, elle est meilleure que l'autre. Bien malin qui nous le dira, et là encore, je pense que ça nous oriente vers la question du nous que vous avez introduit, parce qu'elle implique de penser, d'élaborer ensemble en fait une éthique de la vie qui est un choix de société, mais sans prétendre avoir absolument la bonne conception de la vie. Voilà. Frédéric Vance, vous voulez Merci. Oui, tout à fait. Merci. Je pense que la discussion est lancée sur des enjeux de fond. Moi, je vais les résumer d'une manière un peu tranchée.
Mais je pense qu'il y a deux façons de concevoir le problème, en fait, dont il est question ici. Et c'est vrai que ce qui est repris ici, là, c'est quelque chose à quoi moi je résiste, en fait, qui est l'idée de distinguer deux sens du mot vie, radicalement. Même si on dit après, il faut garder les deux, c'est compliqué, mais en fait, il y en a quand même deux. Et Hannah Arendt est en effet la philosophe, avec Heidegger d'ailleurs, qui est le plus loin sur ce sens-là. Enfin, Heidegger a carrément abandonné le mot vie, mais Marie aussi, dans une phrase qui a un glissement très significatif, en disant voilà, il y a la vie, disons, organique, la vie respiratoire, la vie qui s'interrompt, qui nous fait devenir un cadavre après la mort. Et puis, il y a la vie au sens de l'existence. Et tu as bien dit, les autres dimensions de l'existence, et il faut les opposer. Et Hannah Arendt va très très loin dans l'idée qu'effectivement, la vie humaine n'a plus rien à voir avec le vivant. Et de même qu'Heidegger disait, seul l'être humain meurt, les autres êtres vivants décèdent. Parce que pour lui, la mort, c'était la possibilité de se rapporter à la fin d'une manière existentielle, et ce n'était pas l'arrêt des fonctions organiques du corps. Donc il y avait l'existence, l'existant qui se rapporte à la mort comme impossible, et puis les vivants qui périssent, décèdent, s'interrompent, sont détruits, etc., qui, pour lui, n'ont pas accès à la mortalité au sens ontologique. Et Hannah Arendt va très loin aussi, en disant que la natalité humaine n'est plus un phénomène biologique. Ce n'est pas un être corporel qui naît, c'est d'abord un sujet potentiel de la parole, du politique, de la pluralité humaine, ce qui est évidemment vrai, mais ça passe par une coupure entre deux sens du mot vie qu'on retrouve chez des gens comme Giorgio Agamben, la vie nue, la vie pas nue, la vie habillée. Bon, moi, je m'y oppose vraiment assez profondément. Et qu'est-ce qu'on peut... Et c'est intéressant de pouvoir en discuter. Pour remplacer ça par quoi ? Parce que je suis bien conscient qu'il y a justement des degrés dans les vivants jusqu'aux humains vivants. Et que ces degrés, et je vais revenir sur la notion de soutien, ces degrés sont en effet des différences. Et on sait bien d'ailleurs, Bergson est un des philosophes qui a dit les différences de degrés sont des différences de nature. Peut-être, mais au sein du vivant, le vivant étant toujours défini, désolé, en effet, par la destruction et la mort possible. Et donc, en effet, jusqu'au bout, si on veut montrer que la création artistique, que la politique est vitale, il faut montrer qu'ils sont vitales au même sens que le pain et l'eau et l'air, c'est-à-dire que leur absence entraîne la mort. Et de fait, on le retrouve chez tous ces auteurs-là, et sans doute chez Marie, comme chez Hannah Arendt, ou chez Judith Butler, ou chez John Tronto, dont je vais dire un mot dans un instant, parce que voilà, dans la définition de John Tronto sur le care, évidemment, le mot vivre, il apparaît, mais il est voilà, on a l'impression qu'il gêne, quoi. Maintenir, perpétuer, réparer notre monde pour vivre aussi bien que possible. Et effectivement, bien sûr, quand personne ne veut juste survivre, tout le monde veut du vivre bien et même du vivre créativement. Et Winnicott a dit d'ailleurs, pour vivre, il faut vivre créativement et vivre suffisamment bien. C'est justement jamais seulement survivre. C'est survivre, c'est au sens de faire quelque chose que simplement survivre. Mais ça reste vivre au sens où ça peut, au sens où l'absence de ça, poussée à la limite, entraîne la mort. Mais c'est quelque chose qui est un peu dénié. Et je vais revenir sur la notion de soutien dans un instant, mais je voudrais introduire là ici, parce que Arnaud l'a cité, la discussion que j'ai eue avec Judith Butler, que je retrouve ici, mais presque c'est très troublant pour moi, dans la discussion avec Marie, parce que c'est un peu la même chose, ou avec John Tronto. Judith Butler, c'est quelqu'un qui emploie le mot vie dans quasiment tous les titres de ses livres et dans toute sa réflexion de philosophie politique. Il y a un livre qui s'appelle Vie précaire. Elle parle du pouvoir, de l'injustice comme quelque chose qui empêche le deuil, etc. Mais qui dit non, il ne s'agit pas de la vie vraiment. Il s'agit de ce que le pouvoir construit sous la notion de vie. Et notre vie est intégralement construite par le pouvoir. D'ailleurs, une vie vivable, c'est une vie que, finalement, les institutions permettent de vivre. Et donc non, il ne s'agit pas de la vie. Il s'agit de ce que le pouvoir construit sous le nom de vie. Sauf qu'à un moment donné, et c'est là-dessus qu'a porté notre discussion, et c'est vrai que j'en retrouve l'intensité en parlant, c'est... à un moment donné, le critère de l'injustice, c'est justement de ne pas pouvoir nous permettre de vivre. Ça reste la mort. Ça reste littéralement vital. Ça reste vivable ou invivable. Et c'est très important aussi pour comprendre son travail sur ce qu'on appelle le genre, ce qu'elle a appelé le genre, etc., où des gens voient des changements radicaux de mode de vie, pas du tout. Au nom de, voilà, la vie serait construite, alors on pourrait la construire n'importe comment, etc. Mais ce qu'elle défend avant tout, c'est la vivabilité
de plus d'un mode de vie face à des conditions qui peuvent les rendre invivables. Donc c'est minimal. Il y a des vies qui sont un peu plus compliquées que d'autres, qui rentrent pas dans les normes sociales habituelles. Et pourquoi est-ce qu'on les empêcherait de vivre? Donc c'est vraiment de l'exigence minimale. Et ça reste fondé sur l'épreuve du négatif, qui est l'épreuve de la mort ou du meurtre ou de la guerre. Et donc, d'une certaine façon, voilà, et c'est très, très important. Alors, par contre, les degrés sont des vrais degrés. Mais moi, au lieu de dire qu'il faut distinguer deux sortes de vie, la vie et l'existence, la vie corporelle et l'existence humaine, moi, je dis, il y a des degrés dans le vivant. Et c'est vrai que ces degrés s'attestent toujours par le même critère qui est la disparition possible, mais avec des seuils spécifiques. Et je prends l'exemple du soutien. La notion de soutien, pour moi, elle est très précise, et je ne sais pas si Marie va être d'accord avec ça, mais d'ailleurs, dans la définition de John Tronto, c'est maintenir, c'est pas soutenir. Pour moi, ce que soutenir ajoute à soigner, et peut-être je suis trop marqué par Winnicott et des psychanalystes. Winnicott a inventé, comme vous savez, la notion de holding, la notion de porter, comme étant fondamentale, sinon le nourrisson meurt. Il meurt pas de faim, mais il meurt d'avoir été non porté ou mal porté. Et qu'est-ce qui est important dans ce soutien-là? Pour moi, c'est la dimension de la subjectivité. Il faut être très clair, là aussi, je pense. Enfin, moi, en tout cas, il me semble que ce que le soutien ajoute aux soins, c'est sa dimension subjective. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit « je te soutiens ». Vas-y, je te soutiens. C'est-à-dire que je ne peux peut-être pas faire grand-chose, mais si je ne peux pas te soigner, c'est d'ailleurs tragique de soutenir quelqu'un qu'on ne peut pas soigner. Mais de soigner quelqu'un sans le soutenir, c'est tragique aussi. Bon, soigner au sens traité, au sens réparer, justement. Bon. Et alors, pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'évidemment, on pourrait dire « ah, mais vous retombez dans ce que vous venez de critiquer ». C'est-à-dire, vous dites, voilà, le soin ou le traitement, c'est le corps, et le soin, c'est la subjectivité. Et le soutien, c'est la subjectivité. Oui, sauf que non, parce que l'absence de soutien entraîne la mort, justement. Et donc, ce soutien, je maintiens à la fois qu'il est subjectif, et d'ailleurs pas seulement réservé à la subjectivité des humains, même s'il est une des étapes qui fait la spécificité des humains, parce que les théories de l'attachement montrent bien qu'un certain type d'absence de soutien entraîne justement la mort chez certaines espèces et pas chez toutes. Donc il y a les nourrissons humains ont en effet besoin d'un certain type de soutien dont d'autres, je dirais pas de nourrissons forcément, mais dont d'autres nouveau-nés n'ont pas besoin. Il n'y a que chez les grands mammifères et chez les humains qui a ce besoin vitalement de ce soutien-là. Autrement dit, que le soutien est un besoin vital. Mais c'est un besoin vital spécifique qui n'est pas exactement le besoin de la nourriture. La preuve, c'est que dans certaines expérimentations en laboratoire, qui peuvent paraître violentes d'ailleurs, et puis malheureusement dans la vie humaine, il y a des expérimentations, j'allais dire, tragiquement opérées par la violence de la vie ou des humains. Si un humain doit choisir entre la nourriture et l'amour, des expérimentations montrent qu'il choisira plutôt l'amour, d'ailleurs, se laissant mourir de faim. Mais ça veut bien dire que le manque d'amour est tout aussi vital que le manque de nourriture, d'une certaine façon. Donc on peut, malheureusement, par des expérimentations ou des dilemmes tragiques, retrouver le fait que ces différents sens de la vie sont tous vitaux. Et pour moi, l'erreur profonde d'Hannah Arendt, c'est d'avoir dit oui, je vais vous distinguer 3 sortes de vie, mais il y en a qu'une qui est vraiment de la vie, et vraiment, là, elle demande des conditions matérielles un peu gênantes, voilà, il faut s'en occuper, puis après, il faut passer à... Voilà. Donc, mais moi, je suis littéralement dans le vital jusqu'au bout, jusqu'au cou. Voilà. Vous voulez répondre mais je veux bien. Ah oui, je veux bien. Non, mais parce qu'en plus, je durcis un peu le. C'est juste parce qu'on est d'accord. C'est extrêmement intéressant parce que effectivement, ça pousse à clarifier des choses. Alors, d'abord, moi, je tiendrai pas nécessairement de façon absolue cette distinction entre différents sens de la vie. Je trouve intéressante l'idée de réintroduire des degrés, ce qui n'est pas la seule chose que tu fais, mais déjà c'est un élément. Je pense néanmoins effectivement que une des tâches de la philosophie, c'est de pouvoir formuler des choses, mettre des mots sur des choses, et qu'en l'occurrence, il me semble que dans le contexte de la pandémie, il y a eu quelque chose qui s'est joué sur cette dichotomie.
qui n'est pas c'est pas une manière de lui donner raison, vrai, mais arriver à la formuler et donc à la rendre partageable. Mais ça, c'est le propre de l'urgence. Voilà, c'est la rendre discutable. Et il me semble, et c'est là où effectivement, moi, je tiendrai exactement la même ligne que toi sur le fait qu'il y a différents sens de la vie, ils sont tous vitaux et il faut, à mon sens, aller au-delà de ce minimal. En revanche, je pense qu'il y a des situations collectives ou individuelles qui radicalisent les choses et qui les font passer à la limite. Et donc pour moi, la situation de la pandémie en était une, mais cette distinction en fait entre la vie souffle et la vie au sens de l'existence que tu as rappelé, voilà, attention, je sais, elle a fait écho, ou en tout cas elle a une forme d'analogie avec les situations de fin de vie que j'avais étudiées dans l'ouvrage sur la valeur de la vie. Parce que les situations de fin de vie donc, que j'avais étudiées il y a déjà plus de... Oui, ça fait au moins 15 ans, et elles se posent pas nécessairement d'ailleurs aujourd'hui de la même manière, mais en tout cas, c'est des situations soit dans des services de réanimation, soit dans des services de soins palliatifs, ou des services qui prennent en charge des maladies létales comme la cardiologie, où en fait, la question se posait en ces termes, de fait. C'est-à-dire se poser pour la personne, le patient ou la patiente, si elle était encore en mesure de la poser, pour l'équipe médicale et pour les proches, de façon assez radicalisée, en fait. Avec, et cette distinction, en fait, elle, pour moi, qu'on a vu apparaître dans les débats publics sur la pandémie, elle faisait écho donc, à une distinction qui a été formalisée en milieu hospitalier de façon très claire dès les années 50, en fait, au moment où émergeaient et se construisaient les premiers services de réanimation, qui opposaient une conception de sauver la vie organique, quel que soit son état, versus commencer à réfléchir à quelque chose autour de la notion de qualité de vie ou autour de la notion de la vie valant d'être vécue. Toutes ces notions, elles mériteraient d'être dépliées et recontextualisées. Mais en tout cas, on voit bien comment on opposait un petit peu de façon effectivement grossière et insuffisante l'organique, le vital minimal, la respiration versus quelque chose qui fait que la personne investit sa vie, la leste de sens, fait que pour elle vaut d'être vécue, etc. Donc je dirais que cette opposition que j'ai tracée, elle surgit dans des situations spécifiques. Heureusement, on ne la vit pas au quotidien tout le temps, parce que sinon ce serait quand même extrêmement insupportable, et qu'elle a qui vaut la peine de la formaliser pour pouvoir expliciter quand même ce qui se joue dans certains choix politiques. Voilà. Mais je ne la tiendrai pas sur le plan ontologique, en fait, pour le dire vite. Voilà. Je peux rebondir d'abord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Désolé, parce que peut-être qu'il y avait d'autres sujets. Non, mais on a le temps. Ok. Et puis, non, alors, justement, ce qui définit la crise, l'urgence et ces dilemmes humains, là, pour le coup, je pense qu'on est dans des dilemmes en un certain sens spécifiques au vivant humain. C'est justement ces situations-là. Et qu'est-ce qui définit l'urgence ? Et qu'est-ce qui fait le côté inévitable et en même temps qu'il faut absolument circonscrire et hiérarchiser de l'urgence ? C'est justement que l'urgence, au sens vital et mortel du mot, qui sont d'ailleurs indissociables. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait eu un colloque ici à Lille il y a très longtemps où on avait parlé de ça. C'est justement l'urgence nous ramène au premier degré de la vie, qu'on le veuille ou non. Et on peut être aussi arendtien et deguerien qu'on veut. J'espère que s'il y a une alarme dans cette pièce, eux-mêmes partiront en courant. Et d'ailleurs, je le parie, voilà. Je ne dirai pas sur quoi, mais je parie qu'eux aussi partiront en courant. Voilà. Donc, ça veut dire que en effet, ce sens-là va revenir. Et en effet, c'est tragique par rapport aux autres sens qu'on est temporairement dans ces situations-là et avec des règles qui, justement, normalement, que les humains auront mis en place pour prévoir, prévenir, organiser ces situations-là avec la justice qui est vitale dans toutes les situations humaines. Ben voilà, il y a des situations où ça arrive. Et la pandémie, de ce point de vue-là, pour moi, c'est vrai que c'était un moment collectif politique d'urgence et de crise qui
avait été partiellement anticipée. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de santé publique en France. Ça a été assez bien organisé. Et d'une certaine façon, on a quand même, justement, pour sauver des vies, organisé. Dans la crise, on a pris ce critère-là, ce qui est normal, tout en se disant, ce qui n'est pas assez fait aujourd'hui, qu'on devrait maintenant entrer dans la prévention de ces urgences-là, qu'on n'ait plus à choisir aussi drastiquement, même si dans certaines situations, ça peut revenir, entre un degré de la vie et l'autre, la liberté étant aussi vitale que le reste. Et c'est vrai que suspendre les libertés est un acte mortel entre les humains qu'il faut absolument circonscrire constitutionnellement, ce qui est le cas en France quand même si la pandémie nous a placés devant et le risque aussi de ce prolongement de l'état d'urgence. Et Marie avait, avec le CNRS, organisé un grand colloque sciences humaines et sociales et pandémie, où il y avait eu toutes ces questions du risque que l'état d'urgence sanitaire se prolonge indéfiniment, etc. Voilà. Mais le fait qu'il y ait de l'urgence, malheureusement, les humains, c'est même une grande conquête, à mon avis, de l'esprit humain, d'avoir construit le concept d'urgence. C'est pas du tout, comme certains veulent nous le faire croire, un concept intrinsèquement totalitaire. Il peut y avoir des risques. Évidemment, on le sait très bien. Le nazisme n'a jamais suspendu la constitution de Weimar. Il a juste appliqué l'article sur l'état d'urgence pendant 12 ans, de 1933 à 1945. Il n'a jamais aboli la Constitution. Il a juste dit, on est en état d'urgence. Et ça suffisait pour tout faire, visiblement. Donc ça, c'est une pathologie de l'usage de la notion d'urgence. Mais qu'il y ait dans les constitutions démocratiques des états d'urgence, c'est un risque, mais c'est un risque inévitable et qui fait partie de la grandeur de la démocratie, d'être capable de l'assumer, d'en sortir, ce qu'elle n'est pas toujours fait, y compris sur l'urgence des attentats islamistes, etc. On est toujours menacé par cette dérive de l'urgence. Mais la construction des urgences au pluriel, c'est d'ailleurs ce que fait la médecine de façon emblématique, avec l'idée que les urgences, c'est structuré, que si vous êtes aux urgences, il y a des degrés, justement. Il y a des degrés. Moi, j'ai même défendu la thèse que les urgences, c'est l'endroit où l'on attend. C'est pas un endroit où on est tout de suite traité. Les gens vont au service des urgences, ils disent « Ah, c'est génial, c'est l'urgence, ça va être fait tout de suite. » Ben non. Et tant mieux, si c'est pas trop grave, vous allez attendre peut-être parfois très longtemps. Mais évidemment, un bon service de santé publique, il va faire en sorte que vous attendiez le moins longtemps possible et que même pour un bobo qui fait très mal, ce soit fait assez vite, ce qui en ce moment est compliqué. Et donc il n'y a peut-être pas... Bon, mais malgré tout, personne n'est choqué si une crise cardiaque passe avant une fracture du poignet, etc. Donc c'est une grandeur des humains de prévenir les situations. Donc moi, évidemment. Et la situation de fin de vie, c'est une situation un peu différente, où il y a un risque vital, effectivement, immédiat, en un certain sens, l'urgence, mais où, justement, toute la question, c'est de savoir comment les différents niveaux de ce qui est vital pour les humains entrent en contradiction dans ces situations-là, avec des choix qui sont des dilemmes tragiques, et qui sont, à mon avis, et c'est là qu'on retrouve peut-être notre différence d'accent, qui ne sont pas un choix entre la vie et autre chose qu'elle-même. Qui ne sont pas un choix, par exemple, entre la vie et la liberté, comme si la liberté n'avait rien à voir avec la vie. Ce sont des choix, effectivement, qui passent par la liberté, le choix personnel de quelqu'un sur sa vie. Et en même temps, ça, c'est vital. Respecter la dignité, c'est tout aussi vital. Donc c'est pour ça que, moi, j'ai même fait un article récemment qui s'appelait « L'aide active à mourir est encore une opposition à la mort », parce que je pense qu'il y a des malentendus sur ce sujet-là, et que l'opposition à la mort doit rester notre boussole, même si, dans ces choix tragiques, il faut passer par des notions comme celle qui vient d'être introduite dans le débat public. Mais je dérive peut-être trop, mais au fond, on est face au même sujet, mais il y a deux manières de les prendre. C'est-à-dire, si on dit le sens de ma vie, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la vie au sens corporel, alors on ne comprend même pas pourquoi, au fond, on est prêt à sacrifier sa vie corporelle pour ce sens-là de la vie. Et moi, je soutiens que le sacrifice de la vie ne peut être fait qu'au nom de la vie et pas au nom de la mort. Donc, sinon, évidemment, on peut sacrifier sa vie pour tuer plein de gens. Mais... je pense que c'est très important je pense qu'on est évidemment... C'est deux manières de tenir compte de la complexité de la vie humaine. C'est déjà bien, parce qu'il y a des gens qui n'en tiennent pas compte du tout, ou qui la coupent complètement de la vie. Donc, il y a deux erreurs. Il y a ceux qui disent il n'y a que la vie organique, la survie. Ceux qui disent on n'est pas du tout concerné par la vie. Bon,
je pense que ce qu'on partage tous là, c'est compliqué, il y a des dimensions différentes. Après, il y a plusieurs manières de le dire. Oui, alors peut-être je vous laisse réagir. Après, on abordera le point suivant et puis après abordons on pourra... le point suivant parce que c'est infini. C'est infini. Non, ça prouve que c'est une discussion. Simplement, pour rebondir brièvement, puis après, voilà. J'espère que ça n'entraînera pas une nouvelle réaction de la part de Frédéric. Mais pourquoi pas deux choses. Pardon. Hein. Non, mais voilà, ça s'enroule. Deux choses. D'une part, en fait, je trouve très important, effectivement, qu'on s'avoisine ou qu'on s'approche petit à petit d'une question sur le rapport à la mort et en fait la question de l'entrelac entre rapport à la vie, rapport à la mort. Quand je travaillais donc sur ces questions ces situations de fin de vie, j'avais très présent à l'esprit une analyse que Schopenhauer a faite, alors évidemment hors de tout contexte hospitalier, mais qui est extrêmement importante à mon avis pour notre discussion, qui est le fait d'avoir qu'il y a deux manières de vouloir la mort, en fait. On peut vouloir la mort parce qu'on aime la vie, mais on n'aime pas la vie que l'on mène. Et on peut vouloir préférer sacrifier, en fait, son existence vitale, respiratoire, parce qu'on n'a pas la vie qui nous convient. Et une autre forme, effectivement, qu'il identifiait était celle de l'épuisement de l'impulsion à vivre, en fait. Une sorte, alors aujourd'hui en gériatrie, on parle d'émoussement, du sentiment de vie, etc. Donc c'est comme si on était vidé de l'envie de vivre. Mais il y a pas, c'est à la fois, donc c'est comme un retrait de la vie d'elle-même. Mais il y a effectivement ce sens autre très fort, qui est que on va aller vers la mort parce qu'on ne veut pas sacrifier quelque chose, parce qu'on ne veut pas... et ça rejoint, je pense, ce que tu développais. Donc c'était sur ça que j'avais effectivement envie de rebondir. Et encore une fois, les témoignages ou les situations cliniques que j'ai pu expérimenter te donnent raison. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment essayé de défendre sur le plan normatif, dans cet ouvrage sur la valeur de la vie. C'est que ce que les personnes, quelles que soient les options qu'elles mettent en avant, en fait, ce qu'elles défendent, et c'est autant organique qu'existentiel, c'est un entrelac indissociable, c'est de pouvoir se reconnaître dans la vie, dans l'état qui est le leur, en fait, dans l'état pathologique, etc., qui est le leur. Et à partir du moment où ces personnes disent « je ne me reconnais plus dans cette vie et je ne pourrai pas mener une vie qui vaut la peine d'être vécue selon moi », c'est là qu'elles pouvaient affirmer effectivement un désir de retrait de soins ou un désir d'assistance en vue de mourir, quelles que soient ses formes. Donc, il me semble que là, effectivement, il y a quelque chose de très fort et qui ne dissocie pas, en fait, la vie organique, la vie souffle de ces autres aspects que Hannah Arendt, par exemple, mettait en avant. Bon, voilà. On ne clora pas la question. Mais, Non, mais toutes ces questions pourront revenir aussi. Je voudrais aborder un point supplémentaire et faire un pas de plus dans cette discussion. Et après, on pourra accueillir les premières questions ou réactions si, de votre côté, s'il y avait lieu et si d'ores et déjà vous étiez en mesure de formuler des questions. Je voudrais faire référence au sous-titre de votre ouvrage « En soutien à la vie, éthique du care et médecine », parce que introduire cette notion de soutien, d'accompagnement aussi, il y a cette notion d'accompagnement qui intervient, et l'introduire du côté de la médecine, c'est quelque chose qui devrait étonner ou qui devrait surprendre, parce qu'au fond, on pourrait dire que la médecine, dans quelle mesure la médecine peut-elle avoir, peut-elle être en relation ou en lien avec l'acte de soutenir, parce que la médecine, elle a une finalité, c'est celle de guérir. Donc on pourrait poser la question, soutenir, est-ce que c'est une pratique qui est médicale, alors que on pourrait aussi bien y voir là une sorte d'association un peu étonnante, en tout cas au minimum, ou bien est-ce que soutenir est une pratique ou un ensemble de pratiques qui sont situées au-delà de la médecine? Oui, alors effectivement, moi, c'est peut-être l'aspect de l'évolution de la médecine en France. Alors sans doute pas seulement en France, mais je me suis principalement centrée sur les situations qu'on a sous nos yeux aujourd'hui en France. C'est l'aspect qui m'a le plus intéressée, je pense, de l'évolution de la médecine de ces 50 dernières années au moins. Parce qu'effectivement, cette notion d'accompagnement que
qui est encore une fois un mot du langage courant, qu'on emploie d'ailleurs pour plein d'autres sujets, plein d'autres circonstances, est un terme qui aujourd'hui est extrêmement prégnant, non seulement dans les textes juridiques, mais aussi les chartes déontologiques, les textes d'éthique qui sont associés à la pratique médicale. Et c'est aussi un terme qu'on entend constamment revenir dans la bouche des équipes médicales, dans des spécialités extrêmement diverses. Donc voilà, ce terme avait vraiment retenu mon attention, et effectivement, il faisait l'objet d'appréciations extrêmement diverses de la part des médecins, selon leur spécialité, selon leur âge, selon leur expérience, notamment à partir de quand ils étaient rentrés dans l'exercice de la médecine. Et je pense notamment à toute la génération des médecins qui ont commencé à pratiquer quand le sida en France est arrivé, où la médecine a été d'abord confrontée effectivement à un échec dans sa capacité à soigner, à guérir absolument majeur. Donc c'est un terme qui a retenu mon attention, et en le travaillant, en voyant dans quel moment il était employé, effectivement, il m'a semblé cristalliser toute une réflexion sur ce que la médecine doit être. Alors, doit être pour les médecins et toutes les professions qui sont présentes dans les lieux de soins, mais aussi pour la société tout entière. Clairement, il y a certains qui considèrent que c'est un échec que d'être rendu à une forme d'accompagnement. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas guérir, parce qu'on accompagne la personne dans l'état où elle se trouve, on essaye de réduire ses douleurs, on essaye de rendre sa vie confortable, d'améliorer sa qualité de vie, etc. Et éventuellement, si on s'oriente dans cette direction-là, eh bien, on admet un certain nombre d'actions, de formes de soutien, et on les admet y compris d'ailleurs dans des lieux de soins aigus, comme des plus, des choses qui viennent en surcroît de la médecine. Mais ce qu'a esquissé un certain nombre quand même, ce qu'ont esquissé un certain nombre d'évolutions, donc ces 50 dernières années, c'est aussi une toute autre vision de la médecine comme accompagnement. Et cette médecine comme accompagnement, en fait, elle a été nourrie à la fois de l'expérience de maladies qu'on ne guérit pas, mais avec lesquelles on peut vivre. Et ça nous renvoie à une transition absolument majeure liée à l'explosion des maladies chroniques. Beaucoup d'entre nous, dans cette salle, sont sans doute affectés par des maladies chroniques, plus ou moins confortables, plus ou moins, etc., mais avec lesquelles on vit. Avec une prise en charge dont on est soi-même acteur, ou avec tout un aéropage de professions médicales. C'est aussi lié, je pense, à une autre transition qui est la transition, démographique, avec un nombre de personnes âgées beaucoup plus importantes que par le passé, et qui vivent longtemps. Voilà, qui ne sont pas tout nécessairement d'ailleurs malades, ou qui connaissent des épisodes de maladie mais peuvent s'en remettre, qui connaissent des étapes au cours de leur vieillissement, et qui ont besoin d'une forme d'accompagnement, voilà, c'est le terme, plus ou moins médicalisé. Et puis, sans rentrer dans les détails, on la retrouve dans de nombreuses autres spécialités. Mais en tout cas, ce qui a conduit petit à petit à l'idée que la médecine pouvait être digne dans ses actes et dans ses pratiques d'accompagnement. Et évidemment, je dirais que l'espace majeur où a été élaborée cette idée d'une médecine de l'accompagnement comme quelque chose de légitime et de précieux, d'important, c'est la question des situations dites de fin de vie, où on a depuis une quinzaine d'années au moins en France toute une réflexion qui s'est vraiment articulée autour de cette idée d'un accompagnement. Et dans la question des fins de vie, l'accompagnement, il veut dire plusieurs choses en fait. Il veut dire à la fois qu'on va être présent, qu'on va faire attention, qu'on va essayer d'écouter la personne, de respecter éventuellement ses souhaits, dans certaines limites peut-être, limites posées par les valeurs de la société, etc. Mais en tout cas, une forme de présence, donc qui est à la fois au premier chef, ce que soulignait Frédéric tout à l'heure, un non-abandon, mais beaucoup plus que ça, un accompagnement dans la temporalité du patient, au gré de ses désirs et de ses souhaits, et dans certains lieux impliquant une multiplicité d'acteurs, c'est-à-dire des médecins, des infirmières bien sûr, mais aussi des associations, des membres de la famille, des proches. En fait, tout un maillage extrêmement divers de personnes qui peuvent constituer une sorte de halo protecteur autour de la personne, et qui font que
Aujourd'hui, un des enjeux, à mon avis, tout à fait fondamentaux pour les politiques de santé, c'est la capacité à articuler de façon forte et fine à la fois les politiques de santé publique, donc les institutions, les politiques de soins, et tout ce maillage informel apporté par les familles, les associations, les proches, les amis, etc., dans les situations de fin de vie et qui se vivent effectivement comme des formes d'accompagnement de la part des personnes elles-mêmes qui en témoignent. Oui. Frédéric Vamps, vous avez vous-même beaucoup réfléchi à cette notion d'accompagnement et de soutien comme actes médicaux, et notamment sur l'idée de soins palliatifs. Vous consacrez un chapitre de votre livre, Le moment du soin, où vous montrez que les soins palliatifs ne sont pas des soins par défaut, mais peut-être ont quelque chose à voir avec le soin ultime. Oui, alors, mais là c'est vrai que je suis de nouveau entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Non, mais même. Non, mais quand je dis. Mais moi, je pense, en bon vitaliste critique, que toute chose a sa pathologie et que l'accompagnement peut devenir un enfermement, mais que c'est pas une raison pour y renoncer. Au contraire, il faut penser les pathologies de chaque chose. Sinon, à la première pathologie venue, on dit oh là là, toute la chose est horrible. Et ce qui est faux. C'est pas parce qu'il y a des pathologies que la vie est mauvaise. C'est pas parce que l'accompagnement peut devenir une tutelle qu'il faut renoncer à accompagner. Donc, au nom d'une pathologie, ne renonçons pas à ce qui s'oppose à la pathologie. Alors, Marie-Gaëlle, je vous laisse réagir. Et puis ensuite, si vous avez des questions, des premières questions, on pourra bien sûr les accueillir. Non, mais très, très brièvement. Donc, oui, alors moi, cette notion d'accompagnement, pour rebondir sur le propos de Frédéric, d'abord, je la trouve extraordinairement floue et fourre-tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle circule de façon aussi facile dans l'espace social, dans les textes, etc. Parce que chacun, on peut y greffer des significations très différentes et avoir l'impression qu'on se comprend bien et qu'on s'entend tout à fait sur le contenu, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait la réalité. Et c'est pour ça que moi, je me suis accrochée plutôt à cette notion de soutien ou voilà, parce que ça me permettait de poser quelque chose de différent. Mais là où effectivement, et tu revenais sur les questions de pathologie, ce que je trouve intéressant dans l'interrogation sur la médecine comme accompagnement ou comme surcroît, enfin voilà, ou l'accompagnement en surcroît, c'est qu'en fait elle ouvre un espace de réflexion sur le fait de soigner au sens médical des états, des vies qui sont des vies avec la maladie. Et ça, je pense que avec le cas des maladies chroniques, évidemment, on a un exemple tout à fait, on a des situations tout à fait exemplaires, mais je pense que ça nous amène à réfléchir en fait à la manière dont la médecine peut continuer d'être présente auprès de formes de vie qui sont marquées par la maladie. Et peut-être qu'au fond, c'est vraiment ça, effectivement, qu'il m'importe de mettre en évidence la maladie ou des états dégradés de santé, comme dans certaines formes de vieillissement. Et tu as parlé tout à l'heure de la République de Weimar, donc ça, par ricochet, en fait, je voudrais peut-être terminer en évoquant un médecin sur lequel j'ai pas mal travaillé, que j'ai traduit, qui s'appelle Kurt Goldstein, qui est neuropsychiatre, qui avait soigné au lendemain de la Première Guerre mondiale des soldats cérébrolésés. Donc ils avaient reçu des éclats d'obus et ils étaient, blessés et cérébrolésés à vie, puisque en 1918-1920, on n'était pas du tout capable de les soigner. Et c'est quelqu'un qui arrive dans sa pratique médicale, jeune médecin, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et qui décrit un état des choses où ces personnes, en fait, ces soldats étaient devenus, il le dit dans un texte, des objets de charité. On ne les soignait plus, on les laissait complètement abandonnés. Et lui, en fait, toute sa pratique médicale a été de dire non, la médecine peut faire quelque chose pour eux. Et elle peut trouver, elle peut reconstruire avec eux et pour eux des espaces de vie dans lesquels ils vont avoir une possibilité de vie, une forme de vie. Alors ça a une dimension politique, parce qu'en 1923, en pleine crise du marque, il a écrit au gouvernement pour mettre en place des formes d'emploi, des institutions qui permettraient d'accueillir ces personnes qui n'étaient plus nécessairement à même d'avoir une forme de vie entre guillemets normale, mais il y avait aussi effectivement toute une réflexion sur sa pratique médicale. Et je pense que c'est ça peut-être qui est important aujourd'hui, c'est de penser toutes ces formes de vie qui sont pathologisées ou dans des états de santé dégradés, mais que l'on peut quand même continuer médicalement à soutenir. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une première question ? Moi, j'ai encore plein de questions, mais je ne veux surtout pas vous priver de cette occasion. Bonsoir. Ma première question s'adresse à M. Worst.
Vous avez dit, si je vous ai bien entendu, parler d'ambivalence du soin, et vous avez ajouté, il y a ceux qui aggravent et ceux qui facilitent. Quels sont ceux qui aggravent et comment font-ils pour l'aggraver? Quels sont ceux qui le facilitent et comment font-ils pour le faciliter? Et ma deuxième question, c'est peut-on parler de maladie, d'accompagnement, de vie, de mort, de soins, sans parler de bioéthique? Oui, Frédéric Worms, oui. J'avais oublié tout à l'heure de mentionner que vous avez participé pendant 2 mandats au Comité consultatif national d'éthique, CCN. Oui, ce qui en soi n'est pas une réponse. Non, c'est pas une réponse, mais j'ai oublié tout à l'heure, je me suis aperçu. Non, pas du tout, mais je me suis aperçu que vous avez contribué aussi au débat, je dirais, voilà, à éclairer le débat public. Merci pour ces 2 questions. Qui évidemment ont un sens, un lien. Alors, ambivalence du soin, oui, je pense d'abord il y a l'ambivalence première de la vie humaine entre soigner et ne pas soigner, hein, et entre le soin et le contraire du soin. Donc ça, c'est très important. C'est voilà, la négligence est même sous toutes ses formes, même la violation, au fond, ne pas soigner, c'est aussi faire souffrir. J'ai même écrit un petit article un jour pour le centre Primo Levi, ça a beaucoup surpris certaines personnes, où je décrivais la torture comme l'exemple, l'inversion exacte du soin. La torture, d'ailleurs, s'accompagne souvent de médecins bourreaux, d'ailleurs. Hein. Ricoeur avait écrit un très beau texte sur les médecins bourreaux qui disent jusqu'où on peut torturer sans que la victime meure, parce qu'il faut éviter ça. Ça existe encore en Syrie, sans doute ailleurs. Et la torture suppose... C'est l'exact inverse du soin. Le bourreau est là pour faire souffrir, mais avec une connaissance parfaite du corps, de la subjectivité des relations, parce qu'aussi, on va faire souffrir les enfants, les parents. Donc les bourreaux en savent beaucoup sur la nature humaine. Donc il y a une ambivalence extrême entre le soin et le contraire du soin dans la vie humaine. Après, dans le soin lui-même, en effet, je pense qu'il y a aussi de l'ambivalence, y compris dans le soin de soi-même, avec ces risques qu'il comporte de devenir une domination, ou au contraire, d'ailleurs, inversement, une soumission, hein, puisqu'il y a sans doute les deux ambivalences, les deux risques. Et donc, c'est pour ça qu'il faut définir une éthique du soin qui respecte un certain nombre de principes, et que, d'une certaine façon, la bioéthique, c'est effectivement l'exploration des questions que pose le soin, alors que le soin médical, alors qu'il est normalement complètement éthique. Donc c'est pour ça que l'existence d'une bioéthique ne peut pas se comprendre si on dit le soin est éthique, ce qu'il est fondamentalement. Le soin médical est fondamentalement éthique, puisqu'il veut soulager une souffrance. Bon, voilà. Mais il se trouve que tout ne s'arrête pas là, et c'est pour ça qu'il y a de la bioéthique. La bioéthique comporte des degrés. Il y a une première, c'est on fait des choix au sein du médical. Par exemple, un traitement qui a des avantages et des inconvénients. On pèse les bénéfices et les risques. C'est le premier degré de la bioéthique. C'est tout à fait fondamental, totalement interne à la médecine, parfois tragique. Mais le deuxième, c'est quand on pèse les risques du soin médical avec, par exemple, l'absence de consentement. Ça, c'est ce qui est sorti évidemment déjà à Nuremberg. Je ne vais pas revenir sur l'origine de la bioéthique, mais ça montre bien que dans la médecine elle-même, il y a des ambivalences. Et voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne conçoit plus de médecine sans bioéthique, ce qui veut dire qu'on ne conçoit plus de médecine sans tension dans son éthique même et entre l'éthique médicale et les autres dimensions de l'éthique. Et la troisième dimension, elle est politique, c'est-à-dire comment concilier tous les aspects éthiques. Donc oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je prends mais encore une fois, on retrouverait dans notre discussion un enjeu intéressant qui serait de savoir ce qu'il y a de vital dans la bioéthique. Et évidemment, pour moi, elle est littéralement vitale au sens où... Mais c'est ce qui prouve que la démocratie elle-même est vitale, puisque les conflits sur l'éthique médicale peuvent être eux-mêmes mortels. Et que les conflits sur la fin de vie, les conflits sur la procréation sont potentiellement des guerres civiles. Donc la bioéthique a un côté vital au sens démocratique aussi. Donc c'est effectivement important. Je ne sais plus si j'ai oublié je crois que j'ai lié les deux aspects de votre question, pardon.
Alors, une autre question, oui. Oui, bonsoir, un grand merci. C'est au moment d'une période troublée que nous vivons que nous n'avons jamais été aussi intéressés que par la vie. Et je trouve que le nous vivant est extraordinairement actuel. Je voudrais revenir sur la notion qui était dégagée sur la vie valant la peine d'être vécue. Je trouve ça assez extraordinaire parce qu'effectivement, on se pose la question au debout de la vie. C'est-à-dire, on se pose la question devant quelqu'un qui souffre énormément, etc. Vous l'avez bien développé. Mais il y a aussi cette question qui se pose au début de la vie, dans la vie in utero. On annonce, avec le progrès médical dont vous parliez tout à l'heure, on annonce que l'enfant qui va naître a tel ou tel tard, etc. Est-ce que cette vie vaut la peine d'être vécue? Donc, vous voyez, on se pose cette question éthique des deux côtés de la vie. En tant que philosophe, est-ce que vous trouvez qu'il y a un rapprochement à faire, une opposition? Ah non, Marie Gaille, oui, parce que vous avez un chapitre qui est consacré dans la valeur de la vie. Alors effectivement, oui, tout ce que vous venez de dire est exactement la structure de l'analyse que j'ai proposée à l'issue d'un certain nombre d'observations en milieu hospitalier dans la valeur de la vie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, alors que ça peut être des communautés philosophiques très différentes au départ, ceux qui s'intéressent à la fin de vie, ceux qui s'intéressent au début de vie, qu'en fait ce sont les mêmes questions, avec les mêmes catégories, les mêmes structures de raisonnement qui se posent au début et en fin de vie, avec quand même une difficulté peut-être, je dirais, supplémentaire dans les moments, une difficulté supplémentaire sur le plan de la réflexion éthique, pas une difficulté supplémentaire existentielle, pour les situations in utero, prénatales, parce qu'il y a quelque chose d'assez abyssal pour de futurs parents ou une équipe médicale de proposer pour autrui, l'enfant à naître, ce que serait la vie valant d'être vécue. Voilà, mais on retrouve exactement les mêmes questionnements et toute la gamme des réponses possibles de part et d'autre. Alors, je peux introduire une nuance. Enfin, j'aurais une question pour toi, plus exactement. Oui. Parce que là, je suis pas sûr d'être tout à fait d'accord, parce que en fin de vie, précisément, on a un sujet ou ses représentants qui a donné le sens à sa vie, qui peut l'exprimer, qui effectivement peut entrer en tension avec les conditions organiques. En début de vie, pour moi, parler de la vie qui vaut d'être vécue est très compliqué et peut-être même impossible. Parce que précisément, le seul sens acceptable de cette notion de la valeur de la vie, c'est celui que tu as décrit, c'est celui qu'un sujet donne à sa vie au point d'entrer dans un dilemme tragique. Or, si on introduit la conception de la valeur la dimension de valeur de la vie, alors que le sujet ne peut pas l'exprimer, soit il y a deux risques. Il y en a un qui est mineur, au fond, qui est de dire on va déléguer ça à une autre personne, ce qui, à mon avis, est déjà impossible. Et il y a un deuxième grave qui est de tomber dans une conception de la valeur de la vie en général et de dire voilà. Or, et donc c'est pour ça que pour moi, d'une certaine façon, la question de l'arrêt de traitement en soins néonataux, en début de vie, etc., est particulièrement tragique pour plusieurs raisons, mais elle est aussi un peu plus simple, tragiquement, dans cette tragédie multiple. Moi, j'étais dans le jury de thèse d'une pédiatre travaillant en réanimation, qui s'appelle Laurence Kemax, que je confonds souvent avec Florence Kemax, qui est une philosophe belge, mais Laurence Kemax est une médecin française à Créteil, qui a fait une thèse sur les décisions d'arrêt de traitement et le rôle des parents. Et je ne reviens pas sur cette thèse qui est sur un autre aspect, mais en tout cas, moi, à titre personnel, et on a beaucoup parlé aussi au comité d'éthique, justement, à un moment donné, parce que c'est un aspect de la fin de vie dont on parle très peu. Pour moi, dans ces décisions initiales, il n'y a que la dimension médicale. Et vraiment, alors là, c'est vraiment que le premier niveau de la vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura trop de souffrance, trop de handicap, une mort certaine à brève échéance, qui peuvent entraîner ce qu'on peut appeler soit l'interruption médicale de grossesse, soit le choix d'arrêt de traitement. Justement, je dirais,
plutôt j'introduirais une différence extrême entre les deux situations plutôt qu'un parallélisme strict, pour dire en fin de vie, il y a effectivement le sens de sa vie pour quelqu'un. En début de vie, il n'y a que la quantité insupportable de souffrance médicalement attestée et qui peut permettre, en effet, ces choix tragiques. Donc c'est pour ça que là, je suis un tout petit peu dans la nuance. Non, mais enfin, là, effectivement, nous ne sommes pas d'accord, et nous sommes d'accord à la fois si ça doit se jouer comme ça, parce que ce que tu distingues, effectivement, c'est aussi la partition que j'ai organisée dans l'ouvrage, c'est-à-dire que ce soit des situations de prénatal, de naissance, réanimation néonatale ou de fin de vie, ou de fin de vie pour des personnes qui ont parcouru toute leur existence, mais qui ne peuvent pas prendre la parole, qui ne sont plus conscientes ou qui ne sont pas aussi relationnelles, etc. Parce que ça existe aussi, effectivement, en fin de vie. Ça veut dire que qui prend la parole sur la valeur de la vie, c'est nécessairement autrui, les proches, l'équipe médicale. Plus ou moins. Non, je finis. Ou effectivement, l'autre situation, c'est quand la personne peut prendre la parole pour elle-même. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux cas de figure. Mais dire que la question de la valeur de la vie ne peut pas se poser dans le premier cas de figure, que ce soit pour des nouveau-nés en réanimation néonatale, en situation de diagnostic prénatal ou en fin de vie, quand les personnes ne sont plus à même de prendre la parole pour elles-mêmes ou ne sont pas considérées comme compétentes pour l'apprendre, ce qui est encore un autre cas de figure. Dire qu'on ne peut pas poser la question de la valeur de la vie, moi, c'est là où je suis embêtée, c'est parce que de fait, elle se pose. De fait, les équipes médicales mobilisent la notion, de fait, les proches mobilisent la notion. On peut leur dire qu'ils ont tort, qu'ils se trompent, qu'ils sont illégitimes, mais on ne peut pas balayer, je pense, d'un revers le fait qu'il s'interroge en ces termes. Et c'est une chose, effectivement, qui, sur le plan éthique, pour moi, n'est pas du tout évidente, mais qui, petit à petit, m'a fait aussi réfléchir à la dimension extrêmement collective, si je puis dire, de nos existences individuelles. C'est-à-dire, on a parlé de l'interdépendance, des liens, etc. Mais moi, j'irais même effectivement un petit peu plus loin. Je pense que dans la notion de valeur de la vie, quand on l'investit, elle est lestée des liens qui constituent notre existence. Et une des choses qui m'a beaucoup frappée à un moment donné, dans les années entre 2011 et 2014, j'avais, avec une généticienne, fait une enquête sur les motifs d'interruption médicale de grossesse quand un diagnostic oriente vers une maladie d'origine génétique. Excusez-moi, c'est un peu compliqué de le dire tout du long, mais en gros, dans la loi française, pour les motifs d'interruption médicaux de grossesse, c'est l'équipe médicale qui prend la décision et la femme enceinte peut demander, mais elle n'est pas, à la manette de la décision. Et en tout cas, quand on en vient à une discussion sur l'interruption de grossesse suite au diagnostic, il s'écoule un laps de temps de quelques jours dans lequel la personne doit réfléchir si elle veut ou pas aller vers cette décision-là. Et donc, on avait effectivement fait des entretiens avec des couples ou des femmes enceintes à ce moment-là, dans cette période qui est vraiment extrêmement difficile et pleine d'incertitudes et de circonvolutions pour les personnes qui réfléchissent un peu dans tous les sens. Et ce qui était particulièrement frappant dans les témoignages qu'on a recueillis dans cette enquête, c'était la manière dont les personnes se concevaient complètement en lien avec les autres. Donc c'est très banal de dire ça, mais le nouveau-né n'était pas appréhendé comme un individu, pour le dire vite. Il était appréhendé dans sa famille et éventuellement dans une histoire plurigénérationnelle avec de maladies, de handicaps, etc. Et donc il n'était pas, la valeur de la vie de ce nouveau-né, elle n'était pas pensée pour l'individu qu'il pourrait éventuellement devenir, mais de sa place au sein de la famille, de sa place par rapport au couple, à la fratrie. Et je pense que ça, c'est important aussi de le souligner, de le mobiliser, parce que ça ne relativise pas le critère de la souffrance et de la médicalisation, mais ça le réinscrit dans un collectif, et un collectif qui est la famille et la société tout entière. Et on voyait bien aussi que, selon la manière dont les personnes appréhendaient ce que fait ou pas la société par rapport aux situations de handicap, eh bien, le jugement sur la valeur de la vie bougeait, en fait, se déplaçait. Et c'est ça que je trouve aussi important de réfléchir dans ces moments-là. Oui, une autre question, c'est monsieur. Merci à tous les trois. Je voulais faire une observation sur la valeur de la fin de vie. Je suis moi-même médecin et j'ai eu à soigner beaucoup de patients qui avaient des maladies graves. Et je voulais
faire observer à quel point cette notion de valeur de la vie et de la fin de vie est évolutive au fur et à mesure que le temps passe et que le patient se rapproche de sa mort. Et je crois que vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, madame, c'est que quelque chose qui peut paraître absolument inconcevable et inentendable quand on est très loin de cette fin de vie, devient de plus en plus, et même de façon assez étonnante, au fur et à mesure que la mort approche. Et ça, je crois que c'est une remarque importante, parce que dans le débat qu'on a actuellement sur ces sujets et sur des modifications, y compris législatives, je crois qu'il faut bien comprendre que chacun négocie avec lui-même, et que plus la fin approche, moins on est exigeant finalement sur on est prêt à sacrifier pas mal de choses qu'on jugeait insacrifiables. Donc voilà, pour paraphraser un poète que j'aime beaucoup, vivre c'est ma dernière volonté. Et finalement, ça se passera, peut-être pas exactement comme ça aurait pu l'être idéalement, mais ça se passera parce qu'il faut que ça dure le plus longtemps possible. Mais peut-être que Frédéric, tu veux peut-être dire des choses. Moi, je rebondirai volontiers, mais vas-y. Non, mais d'un mot, c'était adressé. Vas-y. Je vois très bien ce que je pourrais essayer d'ajouter. Mais... Oui, non, mais alors, oui, mais merci de cette remarque parce que je pense que, vous touchez du doigt quelque chose de complètement fondamental et que je trouve pas toujours évident d'incorporer à la réflexion philosophique, c'est-à-dire qu'on peut juger beaucoup à travers des concepts, des principes, des cas, éventuellement des exemples, mais la dimension de la temporalité de l'existence et de ce qu'elle implique en termes de changement et de transformation du regard qu'on porte sur sa propre vie devrait être intégrée, à mon sens, beaucoup plus qu'elle ne l'est. Et un médecin sur lequel je me suis pas mal appuyée là, quand je réfléchissais à ce livre, qui est un médecin américain qui s'appelle Atul Gawande, qui en 2014 a publié un livre qui porte un titre très gai, qui s'appelle Being Mortal. Revient en fait sur sa carrière de médecin, donc il travaille à Boston dans un grand hôpital, etc. Médecine, alors là vraiment de l'aigu, très performante, etc. En disant mais en fait moi j'ai échoué parce qu'à un moment donné je me suis rendu, j'ai échoué. Il y a un moment où il explique dans le livre qu'il a été confronté à une vision de son métier comme s'il avait raté quelque chose, parce qu'il a commencé à soigner des patients âgés. Et en fait, ces patients âgés, ils avaient des états de santé divers et variés, mais en gros, ils faisaient exactement ils avaient exactement la situation que vous décrivez, c'est-à-dire ils passaient par des paliers descendants en termes de santé organique, etc. C'est les marches de l'escalier de la gériatrie. Mais ces personnes-là disaient, mais moi, je suis très contente de vivre. Je prends ma canne, je vais à la boulangerie, j'achète mon pain et ça fait le bonheur de ma journée. Ou il citait un autre exemple d'un couple où le mari ne voulait absolument pas se séparer de son épouse alors qu'elle était dans un état cognitif assez dégradé parce qu'il voulait continuer à vivre avec elle dans leur maison, etc. Et pour le bien portant, et sans doute pour le bien portant qu'avait été ce monsieur 50 ans plus tôt, ça aurait été absolument invraisemblable, comme vous venez de le dire, mais c'était son bonheur à lui à ce moment-là. Et la manière dont Atul Gawande réfléchissait la chose en termes de répercussions sur sa pratique médicale, c'est de dire, moi, ma pratique médicale, désormais, c'est de faire en sorte que les gens vivent aussi bien que possible dans l'état où ils sont. Et il n'y a pas de norme, en fait, qui devrait venir s'imposer sur ça. Et je trouve que c'est effectivement, pour moi, quelque chose de fondamental aujourd'hui dans la réflexion qu'on a sur ce que la manière dont on veut que la médecine évolue dans notre société, quoi. Moi, je suis profondément d'accord avec la question et la réponse, mais j'ajouterais un point qui rejoint aussi, Arnaud aussi bien que moi, on a travaillé beaucoup sur Bergson qui décrit l'acte libre comme émanant d'une décision profonde, une décision qui qui prend du temps et qui n'est pas seulement un choix mécanique entre A ou B. À la fin, on choisit entre A ou B, mais en étant passé par A, B, etc. Et avec un temps réel qui ramasse toute une vie en roulant, en quelque sorte. Et du coup, j'ajouterais un tout petit point. C'est le moment où arrive le tragique. C'est le moment où, dans cette série de décisions profondes, de continuer à vivre, qui sont des combats, en un certain sens, où la vie l'emporte justement sur le risque de la pulsion de mort ou d'une conception abstraite de la valeur de la vie, etc. Et où la vie devient l'objet d'une décision profonde. Justement, quand au bout de... quand il y a un palier où quelqu'un qui a traversé tout ça dit... peut-être que
maintenant je vais devoir aller dans l'autre sens, il faut l'entendre comme venant d'une décision profonde de quelqu'un qui n'est pas en train de contester la valeur de la vie en général du tout. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de violence à dire, voilà, une personne qui est, même si elle n'est pas d'ailleurs très âgée, mais disons, prenons l'exemple d'une personne très âgée qui s'est battue contre la mort toute sa vie, y compris à toutes ces étapes, et qui, une fois une certaine étape franchie, il n'est pas en train de dire la valeur de, voilà, d'opposer, de faire de la mort la valeur suprême contre la vie. Au contraire, c'est pour ça que ça reste pour moi une opposition à la mort, parfois dans le tragique, au terme de ces évolutions très profondes et qui impliquent toute une vie, d'entendre au moins la possibilité de la décision contraire, qui n'est pas contradictoire. Donc c'est pour ça que dans le complément, il y a peut-être un pas parfois qui impose. C'est pas un escalier où toutes les marches sont forcément toutes de même ordre en fait. Bonjour, je suis étudiant en médecine. Du coup, je me pose beaucoup de questions au niveau éthique. Ah pardon, si ouais. Et du coup, je me demandais s'il fallait pas tout de même garder un regard humain dans le soin, parce que vous parliez tout à l'heure de prendre en charge juste médicalement les patients, parce que selon moi, ça me semble plutôt logique que ce regard humain, c'est ce qui fait le fondement même de l'éthique, et du coup de la prise en charge, avec l'éthique est un fondement même de la médecine, et que du coup, besoin de cette éthique pour prendre en charge à bien le patient aussi. Je ne sais pas si c'était clair. Je commence. Merci. Oui, bien sûr, mais en sachant que garder un regard humain, c'est garder un regard qui n'est pas forcément simple, qui peut être amené à faire face à des contradictions. Et parce que, oui, moi, je suis entièrement d'accord, un regard du vivant humain qui prend en compte toutes les contradictions de la vie humaine. D'abord, cette nécessité de secourir, puis cette nécessité de respecter, et cette nécessité de répartir aussi, parce que dans une société, parfois, il faut répartir les soins. Dans une situation d'urgence, vous allez avoir aussi à choisir, que ce soit sur une scène d'accident, les médecins du tri doivent parfois arbitrer entre les urgences, ça peut être tragique. Donc le regard humain peut être confronté aussi à des contradictions. Donc oui, il faut le définir dans ses principes fondamentaux, c'est extrêmement important. Et dans la pratique, c'est pour ça que la pratique clinique est très importante. Voilà. Et puis par ailleurs, un regard humain sur un humain. Et donc en un certain sens, le regard humain, c'est l'échange des regards qui est déjà un dialogue. C'est pas juste le regard de l'un sur l'autre qui serait un objet. C'est un regard qui est un échange. Interhumain en quelque sorte. Je souhaitais prolonger donc la question de monsieur en revenant sur la notion de libre choix, de droit individuel. Alors moi, j'interroge le terme de patient. Alors je ne sais pas dans les autres langues comment on parle de la personne qui vient pour demander un soin ou un acte médical, mais en tout cas, patient, c'est un terme fort qui induit une notion de passivité. Moi, je me suis un peu intéressée au regard d'Heidegger sur cette notion. Donc, je vous invite effectivement à répondre à cette première question. Et le deuxième point qui prolonge celui-ci, c'est l'épisode de la pandémie a jeté une lumière crue sur cette question du libre choix et a mis en tension la société. Avec d'une part, alors vous parlez d'actes techniques, et puis de l'autre côté d'accompagnement, mais il y avait effectivement des personnes qui refusaient certains traitements, certains qui ont refusé les injections. Et il y a aussi des médecins qui ont fait montre de ce pouvoir de choisir, de ce droit de soigner, et dont ils étaient effectivement qui leur avait été enlevé. Voilà. Et moi, c'est un épisode qui m'a vraiment marqué. Voilà, je pense que c'est un événement encore récent qui marque profondément notre société, parce que les familles ont été divisées. Voilà, et c'est une question individuelle. Voilà. Bien sûr. Tu veux commencer ou tu veux que je... Oui, je peux faire comme tu veux. C'est Arnaud qui va décider. Marie-Gaille, peut-être, sur la passivité, le patient dans la position de l'individu passif. Est-ce que vous en parlez dans votre livre? Tu as fait un colloque que ce serait bon patient, je me souviens.
Oui, effectivement. Oui. Non, mais alors, bon, je réfléchissais à comment on dit patient dans les langues qui ne sont pas d'origine latine, puisque bon, là après on a toute la gamme, effectivement, patient, patient, etc. Bon, il y a la passivité, mais il y a aussi la souffrance. Hein. Patior, c'est la souffrance aussi. Hein. Je trouve que ce que vous... Enfin, je sais, si je comprends bien, c'est quelque chose qui éventuellement vous gêne, cette notion de patient, sauf si je vous ai mal comprise. Moi, elle me renvoie à la fois à cette question de la dissymétrie qu'évoquait Frédéric, et le patient, le malade, il est couché souvent. Il est assis, etc. Déjà, physiquement, il n'a pas la même posture que le bien portant. Ça, c'est quelque chose... c'est une image qui est forte et qui dit quelque chose du rapport qui peut s'instaurer entre les personnes et qui, à mon avis, doit être constamment compensé, effectivement, par une interaction entre deux êtres humains, deux regards, etc. Et d'autant plus fortement que la personne est en état de faiblesse. Mais il faut... Voilà, elle est indéniable, il est indéniable cet état de faiblesse, et je pense que la première chose à faire, c'est pour ça que moi le terme de patient ne me choque pas, c'est parce qu'il permet de reconnaître la souffrance et la passivité, effectivement, à laquelle on est réduit physiquement quand on est extrêmement malade. La notion de passivité, elle peut aussi ouvrir toute une autre porte, hein, qui est effectivement de savoir comment on... Voilà, elle peut devenir gênante, cette notion de patient, si elle est associée à la passivité, parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a tout un discours d'appel à l'activité, la personne malade doit prendre soin d'elle-même, doit être un acteur de son soin, etc. etc. Donc, voilà, comment peut-on faire quand on est un peu les deux ? En fait, cette passivité-là, elle est plus totalement admise dans les parcours de soins que l'on conçoit pour un certain nombre de pathologies où, effectivement, on demande à ce patient de devenir autonome et acteur de son soin. Voilà. Moi, je ne commenterai pas plus avant ce point-là. Je préférais rebondir sur l'autre qui, moi, m'interroge quand vous parlez d'un choix individuel, en fait. Je vois plutôt là le lieu d'une difficulté, en fait. Effectivement, on peut considérer que le rapport à sa propre mort est quelque chose de strictement intime, de strictement personnel, de strictement individuel. C'est peut-être quelque chose qui a quand même une dimension culturelle très forte, hein, de l'envisager comme ça et de le voir comme ça. Beaucoup d'autres cultures ne le feraient pas nécessairement. Mais au-delà de la comparaison entre les cultures, encore une fois, telle que la discussion, en tout cas, et nos structures de soins sont constituées aujourd'hui, ce n'est pas de fait une question individuelle. C'est une question qui est prise dans des institutions de soins, dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, moins qu'avant au sein des familles, etc. Mais là encore, le tissu relationnel est complètement prégnant et ne peut pas être évacué si facilement que ça au moment où la décision ou la réaction par exemple, à un souhait de mourir, la décision doit être prise. Et moi, je vais essayer de concrétiser mon propos de façon très simple. Autant je défendrai mordicus comme vous que la décision est individuelle. En même temps, quand on se situe dans un contexte hospitalier et qu'on demande à un professionnel d'effectuer un geste qu'il n'a pas envie d'effectuer, viscéralement, professionnellement, déontologiquement, etc., enfin, quelles que soient les raisons, c'est plus du tout une question individuelle. Hein. C'est une question collective. Et là, il y a une vraie... pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas évident à résoudre. Il y a une vraie difficulté à la fois conceptuelle, éthique et politique. Je t'en prie. Juste pour compléter, et pas pour contredire, hein, mais pour compléter, je pense qu'il y a un moment où intervient la loi dans un espace démocratique. Et c'est pour régler ces genres de situations qui comportent aussi du conflit. Et donc là, je dirais juste 2 points. C'est que sur la notion de patient, ça fait 20 ans qu'on a une loi en France, hein, qui est la loi Kouchner, qui est sur le droit des malades ou des patients, je ne sais pas d'ailleurs comment c'est écrit, hein, à
à accepter, refuser, à prendre les décisions qui concernent leur propre corps. Donc on n'est plus dans cette idée du patient justement comme objet et comme objet de la décision d'autrui. Et donc c'est pour ça que je mets d'emblée ça dans la question de la loi dans un espace démocratique où nous sommes des sujets libres et égaux. Et ça vaut malgré tout pour la décision. Bien sûr, la décision est collective dans les cas tragiques. Bien sûr, elle implique tout ce qu'a dit Marie. Mais in fine, pourquoi ça doit être pensé comme la décision de quelqu'un pour les situations de désaccord et de conflit? Pas seulement pour les décisions, parce que par le respect de la dignité, de la volonté en soi, dans l'absolu. Bien sûr, oui aussi, parce que c'est le sujet démocratique et que en France, la seule décision en fait qui échappe à la loi Kouchner, c'est celle de la fin de vie quand on ne peut pas exprimer sa volonté. Donc il y a un vrai débat de fond très important, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'il faut le trancher aussi? À cause des conflits. Et on le voit dans pourquoi est-ce qu'à la fin, c'est compliqué pour les médecins d'être dépositaires de la décision. C'est que voilà, quand la famille est en désaccord, quand les personnes... Bon, la question de la personne de confiance est censée représenter le droit de la personne qui ne peut pas l'exercer. C'est fondamental parce que c'est ce qui évite justement... La loi est faite pour régler les conflits, pour définir des priorités, même dans le tragique. Et on espère que ces lois ne seront jamais appliquées. Il y a peut-être un seul cas. Et ben pour un seul cas, il faut faire une loi pour régler des cas tragiques, comme des affaires, des cas qui deviennent des affaires. Et chacun a des noms propres qui peuvent venir derrière, qui ont déchiré l'espace public et déchiré des familles aussi. Donc voilà, il faut en effet, je pense qu'à un moment, la dimension du droit, de la légitimité de l'individu, qui n'est pas seulement un patient, qui l'est aussi, une des dimensions de l'expérience en question, est prise en compte. Et du côté du mot patient, moi j'ajouterais une autre dimension à celle que Marie a ajoutée très justement, qui est la souffrance. J'ajouterais aussi la dimension temporelle, évidemment, qui pour moi n'a rien d'une métaphore, puisque moi je soutiens l'idée que toute souffrance se double d'une souffrance temporelle. Et qu'effectivement, l'attente, le fait d'entrer dans un horizon de temps défini par une souffrance, est aussi une souffrance, une deuxième souffrance, une double peine. Donc le patient, en effet, c'est un mot dur et profond auquel il ne faut réduire personne. Jamais quiconque n'est seulement un patient, il est aussi un sujet, il est aussi un citoyen, il est aussi une histoire individuelle, plein d'autres choses, mais qui quand même vont assez loin dans toute la négativité dont est capable la vie humaine. Pas non plus idéaliser la vie humaine. Voilà, nous ne sommes pas des sujets libres dans 100% de nos actions. Nous sommes aussi malheureusement voués à être un patient à différents degrés, à différents moments, et pas seulement, jamais seulement ça. On accueille une dernière question, et puis après, bonsoir. Il sera le moment de conclure. On a parlé du progrès de la médecine, du coup, de comment la technique s'est affinée, s'est parfinée à fur et à mesure. Moi, je suis médecin, je vous remercie en tout cas de vous intéresser aux vivants en traversant la médecine. C'est important d'avoir d'autres professionnels que les médecins qui s'intéressent à ces questions-là. Mais la question, en tout cas, que j'aimais, qui est toujours surgie et que je pense qu'on ne répond pas assez dans la société en politique, c'est cette question aussi. On a parlé. En tout cas, je vois la mort un peu comme si on en parle comme quelque chose que c'est au bout d'eux. Mais moi, je trouve que si c'est important de réfléchir à la mort comme aussi comme une transformation. Genre, on passe d'un état physiologique à un autre, mais même il y a des petits changements très invisibles aussi, en tout cas qui sont des états de mort, et que en fait on n'observe pas assez tous ces passages de comment on arrive après à la médecine, donc à l'acte de soin, à l'acte où le médecin elle est là dans la position de guérir, mais toute cette partie avant, je pense que c'est pas très donc comment même capacité l'individu à s'observer lui-même pour remarquer tous les changements, et comme aussi les médecins même peuvent prévenir et accompagner aussi, en tout cas soutenir ces petits changements juste avant d'arriver
devant le médecin et devant l'acte de soins, devant le moment où il faut guérir. Donc toute la question de la prévention. Parce qu'effectivement, on a amélioré les techniques, mais on s'interroge, il y a quand même beaucoup de malades, beaucoup de patients. Et pourquoi il y en a autant ? Je commence peut-être on va terminer, bien sûr, mais merci pour cette question et merci d'avoir aussi redit, en effet, ce qu'Arnaud avait très clairement indiqué au début, c'est-à-dire que c'était un effort commun important, je crois, de se dire, il ne faut peut-être pas seulement penser la médecine à partir de la vie, mais aussi la vie à partir de la médecine. Et ça, c'est important, parce que il ne s'agit pas de faire la morale aux médecins depuis une position sur la vie, mais plutôt de faire comprendre aux philosophes qu'il ne comprendra bien la vie que depuis les contradictions, les épreuves qu'elle rencontre dans la médecine. Et ça, je crois que c'est ce qu'on partage avec quelques autres, mais qui est vraiment quand même quelque chose à quoi il faut tenir bon, parce qu'il y a encore beaucoup de philosophes qui font la morale aux gens. C'est pas notre but. Et alors, sur votre question, moi je la comprends comme étant, au fond, la façon dont la question de la mort, au-delà de la mort elle-même, oriente toutes les pratiques médicales. Je pense que cet au-delà doit être pensé sans faire quand même de la mort un enjeu parmi d'autres. Elle reste la pierre de touche d'une certaine façon. Et même quand il y a des soins palliatifs, quand il y a voilà, c'est quand même, on se voit bien, il y a une sorte de saut qualitatif dans cette question de l'incurable, du mortel. Donc ça reste, à mon avis, ça doit rester une boussole. Maintenant, ça détermine effectivement beaucoup de choses différentes, beaucoup de paliers, beaucoup presque d'horizons. Je pense que le fait qu'il y ait plus de patients dans nos sociétés, c'est un progrès en réalité. Comme Marie l'a dit, le vieillissement, c'est un progrès qui entraîne des pathologies, bien sûr. Il y a peut-être plus de malades parce qu'il y a peut-être moins de morts aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est peut-être le signe d'un progrès aussi. On soigne les gens maintenant préventivement, effectivement, avant même qu'ils soient malades. Guillaume Leblanc avait introduit à un moment la notion de patients non malades. Dans la médecine préventive, il y a beaucoup de patients qui ne sont pas malades. Et donc, en fait, effectivement, c'est un progrès. Parce que c'est un progrès qui, évidemment, chacun le sait, avec la génétique plus l'intelligence artificielle, va nous entraîner très très loin. C'est-à-dire que nos enfants ou petits-enfants, etc., ils sauront peut-être, avant même de naître, on saura à quel âge ils auront telle maladie. Ça va être génial. C'est-à-dire qu'à peine né, on dira vers 70 ans, ça va se gâter de te connaître tel organe. Et ça va introduire une sorte de souffrance temporelle très particulière. Donc, moi, je ne vois pas forcément la place importante de la médecine dans nos sociétés comme une source d'angoisse. Je la vois aussi comme une source de progrès, à certaines conditions, que ce soit porté par un progrès social général, par un progrès dans la qualité de vie, un progrès dans la santé publique, un progrès dans l'éducation, un progrès dans la justice, dans la répartition, tout un tas d'autres progrès dont on est encore assez loin, mais qu'on peut se permettre d'espérer. Bon, il faut terminer. Il me reste à remercier Marie Gaille et Frédéric Worms pour cette magnifique discussion. Et Arnaud Boigny. Voilà. Merci. Et à vous remercier, vous, pour la qualité de votre écoute et de vos questions. Bonne continuation dans Cité Philo et excellente soirée à toutes et à tous.